Alors donc nous sommes réunis pour un débat sur les limites de la... Y a-t-il des limites de la sécurité ou du sécuritaire, enfin, on peut le formaliser comme on veut vis-à-vis de la liberté. La sécurité à un certain point peut-elle être antithétique avec la liberté. Et je vais déjà présenter les choses d'une façon un petit peu différente. La première chose que tu nous avais proposée, Jean, dans ce débat, la première formulation, c'était « La liberté a-t-elle besoin de sécurité ?» Alors moi, pendant longtemps, j'ai pensé que la liberté était un objet strictement antithétique à la sécurité. Pour expliquer ça, je prenais la parabole de la caverne. Vous avez l'homme préhistorique dans sa caverne. Dehors, il y a le feu, il ne l'a pas encore trouvé. Pour trouver le feu, il faut bien qu'il aille dehors le chercher. Et évidemment, sa première pulsion, c'est de rester à l'intérieur parce qu'il est protégé des ours, des autres bestioles. Et pour moi, on avait deux pulsions antithétiques à l'homme, une pulsion de sécurité, qui fait que l'homme restait dans sa caverne froide et humide, dans laquelle il allait mourir de froid et d'humidité, et puis d'avoir une vie de merde où il ne se passe rien, mais au moins il se sentait protégé. Soit il avait le courage de sortir pour aller chercher le feu, ce qui lui permettait lui d'avoir une vie intéressante en tant qu'homme, en voyant autre chose que sa caverne, et également d'amener à l'ensemble de la communauté une richesse supplémentaire, qui était le feu. En quelque sorte, on pourrait dire que la phrase de la métaphysique, si on suit cette parabole, c'est « sors dehors si t'es un homme ». Quel esprit ce baquet. Et aujourd'hui, j'en suis beaucoup revenu de ça. C'est-à-dire qu'avec le temps, en fréquentant les gens, je me suis rendu compte que la sécurité était antérieure à la liberté. Que c'est parce qu'on sait que si on sort chercher le feu dehors, on pourra revenir dans la caverne. Parce que les gens qui sont là nous aiment, sont prêts à nous ouvrir les bras. Qu'on sait que les gens nous ont donné de la confiance. Hein, c'est pour ça que quand on élève quelqu'un, quand on élève un enfant, on tente de lui donner de l'affection et de la confiance pour qu'il puisse se construire et avoir le courage de la liberté. Et également, une sécurité matérielle. C'est dans ce sens-là où, par exemple, moi je suis pour c'est légèrement digressif, mais je suis pour la proposition des libéraux de gauche, qui a été reprise par Dominique de Villepin, qui est une vieille proposition qui consiste à dire un revenu minimum d'existence en chaque début de mois, de 800 ou 900 000 euros. Et puis ça permet à chacun, celui qui veut avoir une vie normale et continuer à travailler, ça ne change rien pour lui, il va travailler pour avoir plus des 1000 euros. Puis celui qui a envie d'avoir une vie marginale, il n'est pas à la gorge, ça lui permet de la faire. Charge à lui d'en faire quelque chose d'intéressant. Celui qui veut partir sur une aventure, il peut, il sait que s'il revient, il ne se retrouvera pas dans la totale insécurité, il aura un matelas de sécurité. Donc ça, c'est la sécurité qui, à mon sens, si on voulait rentrer dans le cliché de quelqu'un qui va nous défendre la sécurité, de quelqu'un qui va nous dire « Ah, la sécurité, c'est caca », moi je ne rentrerai pas là-dedans. La sécurité, aujourd'hui, je crois que c'est pas antithétique à la liberté. Mais en revanche, si votre homme préhistorique, il sort dehors, que tous les 20 mètres, on lui demande ses papiers, que pour passer le premier arbre, il doit mettre son pouce pour ses empreintes digitales, qu'on regarde si son œil est bien bon, qu'il a envie d'aller pisser, on dit « Vous n'avez pas le droit de pisser de là ». Alors il dit « Putain, je suis au soleil, je suis sorti en fin de ma caverne, froide et humide, je vais me prendre un petit coup. Ah non monsieur, vous n'avez pas le droit de boire, je vais me griller une cigarette, vous n'avez pas le droit, frère ». Si on lui pourrit la vie et qu'il n'a plus du tout le plaisir de cette liberté, d'une part, et d'autre part, on lui dit, lui, c'est que le feu, il pense que le feu est là-bas. On lui dit, non, non, le chemin normal, le feu est là-bas. Mais moi, je pense qu'il est là-bas. Il reste dans sa caverne parce qu'il en a râlé. Et si je pense, là, le centre du débat, c'est qu'à un moment de sécuritaire, qui je crois n'a rien à voir avec la sécurité, ce que je suis en train d'expliquer, au moment sécuritaire, là, on est antithétique à la liberté. Donc moi, j'ai essayé d'expliquer que la politique menée par l'UMP n'amènera ni la sécurité, ni surtout le mensonge important qui est dans ce discours de l'UMP, ni la responsabilité. Au contraire, c'est un discours de culpabilité déresponsabilisant. Qu'ensuite, cette offre de sécurité n'est pas une offre de sécurité, c'est une offre de contrôle social par la peur, j'essaierai d'expliquer ça, et qu'elle est dangereuse, ou au moins problématique, mais je crois dangereuse, par rapport à la notion d'état de droit et par rapport aux valeurs de l'état de droit. J'essaierai d'expliquer tout ça. Enfin, j'irai même un petit peu plus loin, et je revendiquerai le droit à la déviance, parce que je pense que seule la déviance est créatrice de richesse, j'étais en train d'expliquer ça. Et enfin, on arrivera à la conclusion naturelle, tu m'expliqueras, parce que si je ne dis pas de bêtises, tu te dis libéral ou tu es libéral, je ne sais pas jusqu'à quel point, à quel moment on peut être un libéral sincère et tolérer cette dérive sécuritaire qui est philosophiquement et pragmatiquement antithétique avec le libéralisme, avec la liberté, avec cette doctrine qui s'est construite contre l'anti-autoritarisme au XVIIIe siècle. Je te laisse la parole. C'est super rigolo.
En fait, j'ai bien aimé ton début sur la caverne, et ça pose le débat. En fait, la question entre la sécurité et le sécuritaire. Je pense que si on parle de sécurité, on a un petit peu deux plans à voir. C'est le plan de la sécurité concrète, des agressions physiques, des vols, des cambriolages, etc., que nos concitoyens connaissent malheureusement dans un certain nombre de situations. Et ça, il y a un nombre de réponses politiques pour essayer de réduire une partie de cette délinquance, sachant que dans toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours des gens qui essayent de s'en sortir de cette manière-là, pour tout un tas de raisons qui leur appartiennent, et qui luttent pour les victimes. Quand tu te fais tabasser, que la personne en face elle a une enfance difficile ou pas, tu t'es quand même fait tabasser, donc il faut quand même trouver des réponses. Donc ça, c'est un point de sécurité concret, et en France, depuis une trentaine d'années, il y a dans certaines zones, notamment en banlieue, et dans certaines cités, des zones de non-droit, des policiers qui se font caillasser, et aussi des pompiers et des médecins. Donc ça, c'est un vrai problème concret. Alors après, on peut débattre des recours ou des solutions là-dessus. Et le deuxième sujet, il est celui de la loi et de la morale. Il est dans une société, quand on a un lien social, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est autorisé. Donc il y a un premier débat pour dire qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est autorisé, et par certains égards, peut-être qu'on se rejoindra où je pense qu'il y a des choses qui sont interdites et on est en train dans un pays vieux, tout un tas de raisons qui font qu'il y a certains endroits où on devrait peut-être revenir en arrière, mais par contre, à partir du moment où c'est interdit, il faut faire respecter la loi, et c'est en ce sens-là que l'UMP, de mon point de vue, à certains égards, est allé dans le bon sens, parce qu'on est aussi dans le symbolique, et même si tu n'es pas victime d'une violence, quand tu as des cas avec des multirécidivistes, avec certaines personnes qui sont bien connues des services de police, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait 10, 15, 20 infractions et qui étaient en liberté et qui commettent un crime, je ne comprends pas, moi je respecte la loi et lui il ne la respecte pas et il n'est pas sanctionné. Et là on est dans un deuxième registre d'ordre symbolique. Donc ça c'est la première partie sur la sécurité. Et de mon point de vue, je suis beaucoup plus partisan d'une manière d'une politique de la sanction que de la prévention, sachant que cette politique de prévention, on en verra après, peut aboutir à une politique sécuritaire. C'est-à-dire qu'on va sanctionner le risque que quelqu'un peut-être un jour puisse faire quelque chose de mal, et là on met des garde-fous complètement délirants partout, parce qu'on n'est plus capable de sanctionner la faute. Donc finalement, quelque part, une politique de sanction peut éviter d'avoir d'autres... Voilà, mais c'est un débat, on va débattre. Oui. Et pour terminer, finalement, donc ça c'est sur la partie sécuritaire, et je reviendrai un peu après sur ce que j'appelle la figure du délinquant socialiste, en très rapide, à la fois le rebelle et le magnifique, comment dire, la victime et le rebelle, où, pour moi, même l'UMP et l'ensemble de la classe politique depuis 30 ans sont restés dans des schémas, on va dire, d'une part marxiste et d'autre part 68 art. Marxiste, le délinquant opprimé et la victime oppresseuse, et 68 art, la société est malfaisante et l'individu est bon. Donc, tu as compris que je ne suis pas très rousseauiste, je pense qu'il y a des individus bons et des individus mauvais, et même qu'il y a du bon et du mauvais. Et il n'y a pas de déterminisme social là-dedans? Bah, évidemment, tous les pauvres sont délinquants. Je pense qu'en fait, il y a, chacun d'entre nous, quelle que soit sa classe sociale, une attitude au bien et au mal qui se traduit de manière différente. Donc, la délinquance physique ou la délinquance financière sont tout aussi importantes à combattre. Sachant que selon le milieu social, tu prends des Karachi ou tu voles un scooter, tu veux dire ça? Avec la même arme au départ. On est à peu près d'accord. Ou tu voles les étudiants de la MEF. Non, c'est juste pour... donc, et simplement le deuxième plan où on pourra parler, c'est cette distinction entre sécurité et sécuritaire, où effectivement on est dans une société, et c'est des plans qui se mélangent, où on a de plus en plus peur du risque, où on veut tout contrôler, où on a ce principe de précaution, mais qui se traduit à la fois peut-être dans des politiques publiques de contrôle, aux faciès, etc., mais aussi sur des politiques complètement délirantes, comme les millions de vaccins pris, etc. Et où là, on a un système plus complexe, où le politique n'est pas seul, et où le médiatique joue aussi. Donc, et donc, si tu veux, là où peut-être, pour trouver des points, il y a un certain nombre de sujets, quand je reviens sur ce que je disais sur les facteurs de risque, où on enlève aussi des soupapes aux gens, sur un certain nombre de réglementations, mais là, je pense que malheureusement, c'est un trend qui dépasse celui de l'UMP ou du PS, c'est l'interdiction de boire dans la rue, un certain nombre de choses comme ça. Moi, j'ai une anecdote, il n'y a pas très longtemps, on est à côté d'opéra ici, où on est filmé. J'ai été invité à l'Olympia par un copine. À l'entracte, il était impossible d'emmener sa bière dehors pour fumer.
la moyenne d'âge, si on allait voir une imitatrice, enfin bref, peu importe, était de quarantaine d'années. Je ne pense pas qu'à 21h, des gens allaient avec une pression de bière mettre à feu et à sang la nuit de l'opéra. Mais sauf qu'on devient finalement à générer des frustrations qui peuvent effectivement après exploser de manière plus importante. Mais tu me laisseras répondre parce que j'ai ouvert plein de portes. Oui, tout à fait. Donc, je vais commencer par répondre. Bon, moi, sur plein de choses que tu as dit, je suis d'accord. Le problème, c'est que pour moi, tu es schizophrène. Donc, c'est intéressant. Un schizophrène à côté de moi, c'est une expérience nouvelle. Et je pense que je te proposerai à la fin de choisir entre un schizophrène et être malhonnête. Tu choisiras. Je pense que ce discours, à un moment, ce vouloir libéral, et avoir un discours de libéralisme philosophique, et dans le même temps, laisser passer, parce que oui, non, c'est pas exactement vrai, on va accepter quelque chose qui est philosophiquement, systématiquement antilibéral, qui est la politique de sécuritaire. On terminera par ça, tu m'expliqueras ça. Alors moi, je vais te répondre déjà, parce que je vais essayer de répondre dans l'ordre. C'est-à-dire, déjà, la répression peut être une solution tout de suite. Moi, je n'ai pas cet angélisme 68 arts de gauche, les pauvres victimes, pauvres. De façon générale, moi j'essaie de m'éloigner des lieux communs, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, que je ne pas. Les conneries partagées par les gens ne m'intéressent pas. C'est pas de ça qu'on parle. Quand tu sèmes la répression, quand tu sèmes l'injustice, ou même si c'est pas de l'injustice, c'est quelque chose qui est perçu par la personne condamnée comme une injustice. Comme quoi, par exemple? Quand par exemple, tu te fais contrôler tes jeunes en banlieue, tu te fais contrôler 10 fois dans la journée, tu te prends pour une connerie que tu as faite, qu'on a tous fait des conneries, tu te prends de la zone ferme dans des conditions, voilà, que tu te prends de la prison préventive, que tu te prends, voilà, tout ça, au bout d'un moment, tu as le sentiment, à tort ou à raison, qu'après, si tu veux, il y ait ce discours constant de la victimisation et qu'on ait joué dessus, je suis d'accord. Mais après, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Tu disais tout à l'heure, en banlieue, il y a, je ne sais pas si tu es souvent allé en banlieue, bon, moi j'ai la banlieue. J'ai fait 30 ans de vraie banlieue, moi d'après la banlieue sale. Donc je sais pas où t'étais, mais c'était dans le 92, c'est pas la même. Bon. Les fantasmes, je parlais tout à l'heure de la dérive médiatique, les fantasmes qu'il y a sur la banlieue. Bon. Et donc quand tu sèmes la répression, quand tu sèmes quelque chose qui est perçu par les gens comme l'injustice, à terme, tu récoltes tout le temps la violence et la haine. Et c'est pour ça que cette politique répressive peut avoir des effets à court terme, admettons, mais à long terme. Tu crées justement les fractures sociales, tu crées la violence à long terme. Donc, tu résous quelque chose sur le court terme, mais tu le résous à long terme. Je ne vais pas plus développer là-dessus parce que c'est une idée que tu ne seras d'accord pas, mais que plein de gens ont développée et qui est probablement évidente pour plein de gens. Bon. Ce qui je trouve le plus intéressant, ça c'est intéressant à développer évidemment, mais ce qui est le plus intéressant à développer, c'est la notion de justement de responsabilité et de risque qu'on prend avec cette politique. Alors, dans le langage, il y a souvent des mots qui se ressemblent et qui sont opposés. Alors moi, il y a deux mots que j'ai envie de développer pour expliquer. Il y a le mot moral et le mot moral. Le mot moral, au sens de chevalier qui a une morale et qui a une éthique, qui est j'ai conscience de mes actes, j'ai conscience que je vis dans une communauté, que mes actes ont des conséquences sur les autres, et j'essaie d'être, comme dirait Vaquette, grand et beau, d'être droit, d'être honnête, d'être quelqu'un de bien. Ça, c'est la morale, mais je suis mon propre juge. Et d'autre part, vous avez le mot moral, vous avez la vérité derrière sa tête, et vous ne savez pas ça. Hein, la phrase de Léo Ferré, la morale, c'est toujours la morale des autres. Voilà. Moi, justement, parce que je suis un individu moral, j'ai pas envie qu'on me fasse la morale. J'ai pas envie qu'on me dise que quelqu'un sache mieux que moi ce qui est bien ou mal pour moi et dans mon attitude. Et dans les mots qui se ressemblent, tu as responsabilité et culpabilité. Et la politique gouvernementale actuelle confond en permanence et avec énormément au mieux, on peut dire, de fausse naïveté, je crois, avec énormément de cynisme, en tout cas pour les plus hauts dirigeants, les plus intelligents d'entre eux, confond en permanence responsabilité et culpabilité. La responsabilité, c'est quoi? C'est que je roule à 0,49 g d'alcool dans le sang. Ok. Je roule à 0,51 g. Je sais parfaitement que 0,51 g et 0,49 g, c'est la même chose. Voilà. Et puis, je roule à 0,7. Là, je vais faire gaffe, je vais surtout me méfier de l'effet euphorisant d'alcool. C'est-à-dire que le vrai danger, c'est que je me prenne pour Ayrton Senna, pour Vettel, ça fait moins vieux, et puis je fausse comme un bleu. Et puis je suis à 1,1 g. Là, je vais vraiment faire très attention, parce que c'est important que je rentre ce soir. Si je peux coucher sur place, je vais arbitrer. Puis je suis à 1,5 g, ça n'arrive jamais personnellement, mais donc ça m'arrive. Là, je vais dire que je couche sur place. C'est ça ma responsabilité.
C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai la place pour mon libre arbitre. La culpabilité, c'est de dire 0,49, tu peux, 0,51, ah tu peux pas. Monsieur le gendarme, il fallait que je rentre, j'ai 0,51, j'ai 40 ans, j'ai aucun truc sur le permis. Non monsieur, c'est la règle. Voilà. Alors, au passage, ce qui se joue là, c'est pas le respect, on me demande de respecter la lettre à la loi et pas l'esprit de la loi, c'est pas innocent. C'est une volonté que tu montres un gage de soumission à l'ordre de l'État. C'est que quand le flic te dit tiens 0,51, n'essaye pas de discuter de choses intelligentes. Tu fais oui, pardon, je suis soumis, j'accepte. C'est ça l'enjeu. C'est ça fondamentalement l'enjeu qui est caché derrière. Et le problème, c'est que la responsabilité est un objet qui s'apprend. La responsabilité, elle ne vient pas du ciel, c'est pas ah ben, moi je viens de la bourgeoisie, j'ai appris la responsabilité, mais toi tu viens de la banlieue, tu n'as jamais appris, eh ben tant pis pour toi, dans ton cul. Non, 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 non. Quand tu laisses le seul espace de vie aux gens, avec l'application servile du règlement, l'application servile de la règle, sans jamais avoir le droit de faire entrer là-dedans son libre arbitre, sa réflexion, son intelligence, ce qui fait un homme, c'est-à-dire, et ce qui fait l'action d'un homme, c'est-à-dire évaluer le compromis risque-bénéfice, hein, ce qui fait un homme qui avance par rapport à un chien obéissant qui reste sur place, eh bien, quand tu n'apprends pas, tu n'offres pas plusieurs fois dans la vie à des gens l'occasion de tester ce libre arbitre, eh bien, tu as quoi? Tu as des gens qui soit, tu parlais tout à l'heure de nature profonde, oui, voilà, quand tu disais, il y a les méchants et les gentils. Moi, je crois qu'il y a les soumis et les pas soumis. Un peu, je caricature autant que toi, c'est à peu près aussi intelligent. C'est pas gentil pour moi. Bon, pardon. Non. Et alors, donc, quand tu apprends aux gens ça, tu as les gens qui vont dire, ok, moi je suis soumis, moi je suis servile, je serai à 0,49, comme ça. Je ne franchirai jamais la ligne. La loi, les cons, c'est pas grave. Hop, on est en 40, je vais dénoncer des juifs. Hop, je suis en 45, je vais dire que Pétain c'est de la merde. Non, même, je fais comme ça, j'ai l'esprit comme ça. Ou alors, à des gens qui n'ont pas cet esprit-là de soumission, on leur dit, une fois que tu es à 0,51, tu as dépassé les bornes. Mais il ne faut pas te faire foutre. Moi, je dépasse les bornes. Et à ce moment-là, 0,51. 0,8, c'est pareil. 1,2, je t'emmerde. Moi, j'ai une pulsion, moi, j'en peux plus de ce truc. Et je fais 1,8, et je me mets ma race, et je fais 2,4 grammes. Et puis je rentre bourré parce que la loi, je l'emmerde, et les flics, je les emmerde. Et je vais te citer un exemple très précis. Il y a quelque temps, j'ai été bouffé dans un resto. Ça m'arrive souvent, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement riche, et que j'aime beaucoup manger. Et dans un resto en bord de mer, en Bretagne, et on a commencé à discuter de ces sujets avec le patron qui était très sympa, on a terminé à ce moment ensemble. Et il me disait, tu vois, quand on était jeune, on allait picoler au café. Alors au café, il y avait quoi? Il n'y avait pas nos parents, on encule nos parents. Il n'y avait pas les flics, on encule les flics, c'est normal. T'es ado, c'est normal. Mais il y avait les vieux pochetons qui étaient là. Et ils nous disaient, non, là tu déconnes, voilà, c'est vrai, les plus vieux, ça. Mais on était un peu cadrés. Aujourd'hui, les mômes, comme ils n'en voient rien, ils font quoi? Ils prennent leur pack. Ils vont dans la forêt, ils vont dans le parc, ils vont sur la plage, et puis ils s'enfuient de leur pack. Et on leur a jamais appris le libre arbitre et la responsabilité. Donc évidemment, derrière, on les sanctionne et on dit c'est mal, et il faudrait plus de répression parce que ces gens ne sont pas responsables. Oui, bien sûr. Mais peut-être qu'il faudrait avoir le courage de dire à un moment, on va créer une société de responsabilité, pas de culpabilité, de responsabilité, et dans 10 ans, on en obtiendra les fruits. Pas tout de suite, évidemment, le sécuritaire, il est plus démagogique, il est plus efficace auprès d'un large électorat. Voilà, parce qu'il n'y a pas de résultat tout de suite, mais on lui promet des résultats tout de suite. Alors qu'évidemment, la responsabilité, c'est vraiment. Ah, mais je t'en prie. Juste parce que tu vas presque me faire défendre les quotas sur l'alcool, alors que c'était pas trop mon truc au départ, mais si je prends ton dernier exemple pour être un peu en dialogue, tes jeunes qui vont dans les bois alors qu'avant il y avait des vieux dans les bistrots, c'est pas parce qu'on a mis une limite à 0,5. C'est une évolution de la société, donc je ne vois pas tellement en quoi le fait d'avoir une limite stricte fait qu'il n'y a plus de gens dans les bistrots pour les encadrer. Enfin, et à la limite, on pourrait presque dire, même si c'est pas tout à fait mon point, c'est parce qu'il n'y a plus cet encadrement qu'on est obligé de mettre des limites un peu strictes parce que justement ils n'ont plus de repères. Attention, non, celui qui confond. Pardon, il y a une phrase de Joël Lernier que j'aime beaucoup qui dit celui qui confond les causes et les conséquences est un salaud. Je ne vais pas faire d'anathème et d'insultes, c'est juste la phrase de Joël Lernier. Là, tu confonds les causes et les conséquences. Je ne parle pas de les mots, mais ils sont ados, ils n'ont pas de bagnole. Je ne parle pas de 0,49, ils peuvent rester là-dessus. Juste dans une société où ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus rien faire, donc ils sont, comme tout ado, envie de transgression. Et comme la transgression, elle est complètement binaire, c'est-à-dire non, oui, et bien dans ce oui, il n'y a plus de limite. Si dès le moment où on les éduque, on leur faisait comprendre qu'ok, il y a le oui, il y a le non, puis au milieu, il y a un champ
qu'il y a un champ de liberté, où c'est à eux un peu d'arbitrer, alors ils s'ouvriraient des choses qui est justement le développement du libre arbitre et de la responsabilité. C'est ça dont centralement je parle. Non mais juste pour terminer sur cette histoire de limite, avant ça, je serais toujours très honoré d'avoir une citation de Joy Bernani, donc tu peux continuer. Et je suis d'accord avec ça, il faut essayer de trouver les causes et les conséquences, mais c'est pas forcément facile. Le problème c'est qu'on est tous énervés quand on roule à 55 km/h ou à 0,1 g d'être au-dessus de la limite. Le problème, c'est qu'il faut bien en fixer une. Donc, pour moi, la question, elle n'est pas tellement au niveau de la loi. On est obligé de dire à un moment le feu il est rouge, etc. La question, elle est dans l'attitude de la police. Et elle est dans le traitement des cas, dans le traitement des infractions. Et là, c'est un autre sujet qui est la complète non-possibilité dans notre pays de faire objection à une quelconque décision de police de circulation. Il n'y a personne qui lit les courriers. Non, puis pardon, dans le dialogue aujourd'hui, je ne sais pas dans quel monde tu vis et quel rapport. Pardon. Dans quelle façon on s'en fout de regarder ça. Bon, et là, c'est une règle en plus, pourquoi on la respectera. Ce que tu viens de dire, et je suis entièrement d'accord, le problème évidemment pas la loi, il faut dire que la loi à un moment elle donne un chiffre, elle ne va pas dire oui, c'est une règle, c'est tout. C'est évidemment l'application de la règle et la philosophie cachée derrière. Et quand tu disais on ne peut pas faire des recours sous forme de papier comme dans un état de droit vis-à-vis de la police, tu as raison, mais il y a aussi que le dialogue avec la police, il est devenu complètement fou. Moi j'ai été il y a quelque temps en Égypte avant la Révolution. En Égypte, tu vois les flics, ils sont sympathiques, c'était une dictature paraît-il, ils sont sympathiques, personne n'a contre la police. Moi j'ai revu une copine qui était moitié tunisienne, moitié iranienne, elle me dit moi dans mon pays j'ai pas peur de la police, je viens ici, moi je suis un citoyen, j'ai des papiers, je suis français, j'ai un boulot, je suis intégré, je suis intelligent, je suis surdiplômé, j'ai peur de la police quand elle me parle, et pourtant j'ai peur de rien. C'est devenu n'importe quoi. L'arrogance et l'agressivité de ces gens systématiquement qui sont à mon service, c'est pas possible. Et ça, c'est pas venu uniquement de leur fait, c'est bien un choix politique de créer ça. Là-dessus, bon, le choix politique, il y a aussi la sociologie de la police, mais moi je pense que c'est un vrai problème et qui, pour le coup, moi j'ai beaucoup de retours parmi les militants UMP du terrain et un certain nombre de personnes de droite. Si tu veux, ce qui renforce le besoin de sanctions des délinquants, on va dire, de délits, d'agression physique, de vol, etc., c'est aussi cette espèce de deux poids, deux mesures où ils ont l'impression, alors à tort ou à raison, en partie à raison, que eux, pour un petit délit, on va venir leur taper dessus aussi parce qu'il y a une amende et du fric à tirer derrière, et que d'autres délinquants, des multirécidivistes, les mecs connus de la police, eux, ils ne sont pas inquiétés parce que la police en a peur. Mais c'est fantasmatique ça. C'est fantasmatique. Moi, je viens de la sale banlieue. À 14 ans, plein môme, j'ai fait des conneries. J'étais blanc. Je ne me suis pas retrouvé aux flics. Je veux dire, le même môme qui était rebeu, il se retrouvait chez les flics pour la même connerie. Et peut-être ça aurait créé un truc. Moi, j'ai eu peur. J'ai plus jamais fait de conneries comme ça. J'ai volé dans un supermarché. J'ai pu recommencer. Bon, le même môme qui est rebeu, il se retrouvait sur un vigile un peu raciste. Il se retrouvait chez les flics. Et après, il en sort. Il a la haine de la police. Et puis il ressort avec ses potes. Il a fait je suis chez les flics. Il ne s'est rien passé. Bon, c'est le deuxième point qui m'inquiète. Mais moi, c'est le premier, c'est-à-dire que c'est ce sentiment d'injustice. À raison, ça c'est fantasmatique ce que tu dis, on nous tape, nous les électeurs UMP, on leur tape dessus, mais les pouvoirs de banlieue, il y a une énorme tolérance. Voilà, là on n'est même plus dans l'oxymoron, on est dans la malhonnêteté. Alors on peut faire un débat avec des faits malhonnêtes, mais ça c'est malhonnête. Voilà, alors si ces gens-là font mieux d'avoir une pensée un peu plus profonde et dire, même nous, moi j'ai des copains de la bourgeoisie qui ont très bien réussi, qui ont fait des brillantes études comme moi et qui ont bien réussi, beaucoup votent à droite. Mais ils n'en peuvent plus non plus de cet état sécuritaire. Mais eux, ils disent pas, ah bah oui, c'est les PV, nous on nous emmerde, puis non, ils se rendent compte que c'est global. Ils se rendent compte que là, ça suffit. Voilà. Ça suffit, mais même déjà dans votre camp, votre camp est hyper divisé à juste titre. Voilà. C'est juste plus possible, vous avez atteint des limites qui sont, on fera, je développerai plus tard, mais à la limite de ce qui est l'état de droit, ça c'est très grave. Et je vais pas anticiper, je vais te laisser répondre, et après, quand tu auras fini, tu me laisseras repartir sur le sujet. Oui, j'ai un but de voir que Thomas a 5 ou 6 minutes de retard. Oui, ça c'est pas paritaire. Mais là, je ne peux pas te laisser dire ça. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de délits qui ne sont pas suffisamment punis et qui créent un sentiment d'impunité. Et quand même, il ne faut quand même pas m'expliquer que toute la délinquance vient que parce qu'ils sont quelqu'un qui avait absolument rien fait, qui se baladait dans la rue, a été mis en prison comme ça par les flics et du coup il est devenu délinquant. Là aussi on est dans la malhonnêteté.
Tu vois, parce qu'en gros, tu dis tout le monde va voler dans le supermarché et il n'y a que les noirs et les arabes qui se font embarquer et qu'après ils développent une haine de la police et du coup ils deviennent délinquants. Non, tu arrêtes de dire ce que je dis. Non. Voilà. Donc, c'est peut-être pas ce point-là, mais donc il y a, et si tu veux, ce qui me gêne aussi dans le débat sur la sécurité, c'est qu'on est face à des gens, c'est le fameux truc du sentiment d'insécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'insécurité et c'est uniquement la méchante droite qui dit qu'il y a des problèmes de sécurité pour se faire aider. Je veux dire, moi j'ai pas de fantasme à écouter les copines qui après 22h prennent plus le RER. Je veux dire, c'est pas, elles n'ont pas rêvé. J'ai des copines qui se sont fait agresser réellement. Tu vois, et alors c'est peut-être pas bol, mais moi, une agression, donc je veux dire, il y a des agressions qui existent. Est-ce que les réponses sont les bonnes? C'est un autre sujet, mais quand on c'est le sujet. Non, mais c'est aussi le sujet. C'est aussi le sujet, mais le premier sujet, c'est d'accepter qu'il y a un problème de délinquance. Et que c'est pas un fantasme à but électoraliste qu'on fait monter en sauce. Et parce que tu parles de où je viens, c'est notamment Grigny, enfin, dans la circonscription dans laquelle je travaille, et toutes les semaines, il y a des voies de fête et des affrontements avec la police. Alors, c'est pas un fantasme. Alors, là-dessus, évidemment, il y a une situation économique et sociale, un certain nombre de choses. Par contre, moi, quelque chose pour lequel je pense que le BMP devrait aller plus loin, c'est, si tu veux, il y a plusieurs types de délinquance. Moi, il y a une délinquance qui, je dirais, est éternelle à l'humanité, qui est une délinquance à dimension pécuniaire. C'est-à-dire, je vais faire un cambriolage, je vais choisir un sac, j'ai besoin d'argent, j'arrive pas à trouver un autre moyen, je trafique, je machin, pour l'argent, et finalement, c'est dans les choix que chacun fait, est-ce que je vais dans la légalité, quel risque je prends, quel respect je porte aux autres par rapport à des besoins d'argent. C'est la première chose. Mais il y a aussi toute une délinquance qui s'est développée, moi je trouve, dans notre pays depuis 30 ans, qui est de la pure agression vis-à-vis de la société. Il y a des dégradations de biens. Il y a des. Je veux dire, quand tu te fais cramer une bagnole, ou quand tu crames une bagnole, qu'est-ce que ça t'apporte? Et je trouve que la réponse vis-à-vis de tous ces biens-là n'est pas assez élevée. Et alors, après, moi je suis évidemment dans la thématique de droit de toutes les nations sur la théorie du carreau brisé. Et on a bien vu quand même à New York comment la théorie de Giuliani a réussi à contrer dès le premier tag, dès les premières dégradations, etc., y compris pour les cadres de vie de gens qui sont dans les lieux qui étaient tagués auparavant, à faire diminuer la délinquance des 2 tiers, à diminuer par 4 le nombre d'homicides, parce qu'on a tapé très fort. À quel prix? C'est un très bon exemple, ça. Alors, à quel prix? Bon, je vais aller vite parce que je veux répondre sur les choses essentielles, mais là, à quel prix? En mettant, il y a plus de Noirs aux États-Unis, en particulier à New York, en prison qu'à l'université. Je veux dire, c'est ça le prix aussi. Alors, tu peux aussi, c'est très facile, hein, tu sais, demain, tu prends tous les mecs des banlieues, tu les mets en son, tu les extermines, les écubés, ils vont rester des stocks, il faut aller au bout, à un moment, il faut avoir des couilles, il faut être honnête. Tu les extermines, évidemment, la délinquance va baisser. C'est un problème, c'est qu'un état de droit demande un certain nombre de principes. Et je ne suis pas sûr que tu crées de la paix sociale et du développement sur le long terme en faisant ça. Parce que le sentiment d'injustice, quand tu es noir à New York, que effectivement tu as fait un tag et qu'au bout de 3 infractions, parce que c'est ça la politique de Jules dont tu parles, au bout de 3 infractions mineures, hein, je vole 3 fois un pain, ça vous rappelle rien, voler un pain, on se retrouve au bail? C'est marrant, moi, ça me rappelle un petit peu un type qui s'appelait Victor Hugo, je crois. Tu vois, Hugo. Et ce grand roman qui pourfendait l'horreur de cette société de la répression, il est constitutif à l'amour qu'on a tous de notre pays, de dire heureusement la France c'est aussi ça, elle n'accepte pas ça, qu'un type qui a volé un pain même 3 fois, il se retrouve au bal toute sa vie. Je parle justement pas de ça, donc là je te réponds tout de suite, le but c'est pas les voleurs de pommes pour voler un pain pour donner à son enfant, parce que là on est dans si j'en ai besoin, etc. Le mec qui va s'amuser à castagner une vitrine ou à voler une bagnole, j'ai aucune tendresse pour lui. Voilà. Mais donc, c'est pas la question du pain. Il ne s'agit pas de façon d'avoir la tendresse dans les décisions politiques. Il ne s'agit surtout pas, moi je ne trouverais pas non plus. Je trouve que c'est. Je ne veux pas être brutal, mais je ne trouve pas que c'est intéressant. Parce que il ne s'agit pas d'avoir de la tendresse et que tu as des gros cons ultra violents, racistes, rebeux, et c'est pas mes potes. Je les trouve cons. Je suis pour qu'il y ait un état de droit avec contre les déviances excessives et identifier le meurtre, tout ça, une répression, ça a tout le temps existé, c'est pas de ça dont on parle. On n'est pas en train de dire aujourd'hui, soit c'est la politique de Sarkozy, soit on supprime la police et la justice, et c'est l'anarchie comme la caricature, les gens qui n'ont rien compris. Parce que l'anarchie comme la caricature, les gens qui n'ont rien compris, c'est des gros cons avec des battes de baseball qui sont plus grands et plus nombreux et qui font ce qu'ils veulent. Ça, c'est complètement fantasmatique, on ne parle pas de ça. On parle d'un État d'état de droit, comment le définir, ou pas. Mais moi, je voudrais prolonger, aller autre part. Je ne sais pas si tu veux encore répondre là-dessus ou si je vais juste en 3 ans.
en partie, je suis d'accord avec toi et on va parler de sécuritaire, donc on va peut-être aller là-dessus, je pense que c'est ce que tu parles, mais c'est pas fantasmatique quand la semaine dernière, les chauffeurs de bus de Marseille se mettent en grève parce qu'ils sont marre de se faire tabasser. C'est pas fantasmatique. Bon, alors peut-être que pourquoi on n'aura pas la même réponse sur pourquoi est-ce qu'il y a des mecs qui tabassent les mecs de bus, mais moi je dis qu'il y a un vrai problème et il faut sortir de la théorie d'excuse que ces mecs, ils tapent les chauffeurs de bus, mais c'est parce qu'ils sont pauvres et que leur maman leur a mal parlé quand ils étaient jeunes. Je veux dire, le mec qui tabasse un chauffeur de bus, tu mords, et au bout d'un moment, effectivement, si on les met tous en taux, peut-être qu'au moment, il y en a qui ne le feront plus. Et ça, effectivement, je préfère 99% des gens en liberté et 1% de tabasseurs de bus en communauté. Bon, mais, oui, non, mais c'est pas comme tu anticipes plein de choses. Moi, je vais prendre les choses dans l'ordre. D'abord, ce que propose le gouvernement, c'est pas une offre de sécurité pour moi. C'est exclusivement un chantage, qui est le chantage du contrôle social par la peur. Pour comprendre notre époque, il faut comprendre une phrase de Nicolas Sarkozy, qui pour l'ironie mordante, il a volé Antonio Gramsci, en penseur communiste devant l'éternel, et une phrase qui dit la domination idéologique et culturelle précède la victoire politique. Ce travail-là, la gauche l'a très bien compris, l'a fait dans l'après-guerre, et c'est pour ça qu'on est arrivé dans les années 70 avec une idéologie dominante de gauche. Les think tanks américains les plus réactionnaires ont compris que si on voulait changer la société et obtenir le pouvoir, il fallait avant tout faire un travail de contrôle. Donc, on s'est dit, il faut être dans les médias, dans le cinéma, partout, il faut imposer un travail idéologique et culturel qui va faire que les gens vont être en demande de notre idéologie. Et quel est l'outil, quel est le vecteur de cette idéologie? C'est la peur. C'est la seule chose dont on parle. Parce que tu dis, oui, moi je vois qu'il y a des agressions. Oui, il y a des agressions. Et la chose qui devrait faire que le débat s'arrête tout de suite, c'est un chiffre. Le nombre d'assassinats en France, tu dois le savoir, j'imagine, ne bouge pas depuis un siècle et demi. Ne bouge pas depuis un siècle et demi, et le prorata, le type d'assassinat dedans, ne bouge pas depuis un siècle et demi. Donc cette explosion, moi, cette explosion de la violence, ils sont forts les racailles quand même. Ils nous tabassent comme jamais, mais ils n'arrivent juste pas à nous tuer. Pas plus, c'est quand même bizarre. C'est ça. Le sida, grande peur du sida. Faut pas baisser son capote. Il n'y a pas de mort du sida. Vous pouvez tous baisser son capote. C'est juste un chantage. Il n'y a pas de mort du sida. Il y a 10 000 morts par an de suicides en France. Depuis le 11 septembre, ça fait 100 000 morts par suicide en France. Ok? Il y a eu combien de morts d'attentats? Et pourtant, évidemment, à la télé, tous les jours, on peut dire on doit avoir peur de Ben Laden. On ne dit pas qu'il faut avoir peur du suicide et d'un boulot de con. Ça, on ne te le dit pas. C'est étonnant. Donc la peur est l'élément central de ce chantage. Alors, pourquoi? C'est ça qui est intéressant de s'interroger. Pourquoi la peur est instrumentalisée? D'abord, je précise que quand je dis instrumentalisée, moi je ne pense pas à un complot. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait des gens réunis à Davos qui disent on va créer le sida en laboratoire, on va décréter le chômage de masse pour que les gens soient soumis à leur patron, on va payer des racailles pour qu'ils aillent attaquer les gens, on va payer Ben Laden pour qu'il fasse des attentats. Je ne crois pas du tout à la thèse du complot. Hein, et d'ailleurs, de toute façon, c'est facile, la Star Academy, c'est pas un complot. Tu prends n'importe quel jeune con dehors et puis il va jouer son rôle. Là, t'as pas besoin de le payer, c'est pas un comédien qui joue à la Star Academy, c'est un con. Un mec de la Star Academy. Bon. Et t'as même pas besoin de lui demander de lui expliquer le rôle qu'il doit jouer. Il va le jouer parce qu'il est écouté. Donc il n'y a pas besoin. Je ne crois pas à la thèse du complot, c'est important. Mais par contre, la peur est instrumentalisée. Pourquoi elle a une fin? Parce que si tu n'as pas peur, et ça c'est valable à l'échelle d'un couple, hein, c'est des techniques de la manipulation du couple, c'est valable à l'échelle d'une entreprise, c'est très important sur les relations sociales et d'entreprise, et c'est valable à l'échelle d'un État. Si tu n'as pas peur, si tu ne ressens pas le besoin d'être rassuré, que ce soit à l'échelle d'un couple, d'un État, d'une entreprise, alors tu ne peux pas accepter, à mon état imbécile ou lâche, tu ne peux pas accepter que quelqu'un ait du pouvoir sur toi. Mais si par contre tu as peur, ah ben là tu es prêt à tout accepter pour qu'on te protège. La peur, elle a une fonction sociale, c'est de rendre les gens sages. Je disais tout à l'heure qu'il y avait des mots qui se ressemblent. Tu vois, sage et sage. Sage, ça peut être la sagesse, non, la peur rend pas les gens sages au sens de sagesse, au sens d'ouvert, au sens d'intelligent, non. La peur rend les gens sages au sens d'obéissant, au sens de bien dressé. Voilà. Et en ce sens, on peut dire, avec un peu d'ironie, que Ben Laden a triomphé d'une certaine façon. Parce que c'est quoi le projet politique de Ben Laden? C'est moins de liberté, plus de soumission, plus de peur. Alors évidemment, il n'a pas pris le pouvoir pour nous imposer ça, c'est complètement fantasmatique. Par contre, en faisant un attentat une fois, en faisant des discours à la con, il a offert au pouvoir qu'on a ici une excuse
pour renforcer le pouvoir social et le contrôle social de plus en plus et aboutir à cette même vision de la société, moins de liberté, plus de soumission, plus de peur. Et l'enjeu qui se joue aujourd'hui, c'est que peut-être pas tout de suite, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il y a une phrase de Calafert qui est un précontempteur du XXe siècle, injustement pas assez connu, mais il viendra avec le temps, qui a écrit donc au siècle dernier, soit le siècle prochain sera celui du refus, soit il ne sera qu'espace carcéral. Je pense que cette phrase est malheureusement prophétique. Et dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura une gosse violée et égorgée. Ah, c'est horrible, des images horribles vraiment affreuses. Alors, ce ne sera pas un complot. Il n'y a pas le gouvernement qui aura payé un violeur. Il y aura un violeur, ça arrive, ça a toujours arrivé. Il y avait des viols il y a un siècle, il y en avait des 7 siècles. Des barjots, il y en a toujours. Et la police, les pouvoirs publics vont nous dire, vous vous rendez compte, si on avait pu la localiser à temps, elle serait sauvée. Et démocratiquement, avec l'assentiment des citoyens, parce qu'on leur aura mis la peur ou parce qu'ils auront peur, on va accepter que tous dès la naissance, on ait une puce sous la peau, biométrique, avec GPS qui indique à chaque instant où on est. Mais c'est pas pour nous fliquer, non, c'est pas grave si t'as rien à te reprocher, qu'est-ce que tu trouves. Par contre, ton enfant, ça pourra le sauver. Et c'est ça le jeu qui est en train de se jouer aujourd'hui. C'est qu'on est en train, par ce chantage de la peur, d'arriver, je vais le développer dans la suite de mon raisonnement, à une dictature démocratique sans même qu'on s'en rende compte. Démocratique parce que les gens sont d'accord, parce qu'ils sont manipulés par la peur, et une dictature parce que les libertés individuelles sont totalement bafouées et arriveront à l'opposé de ce qui est un état de droit. Là, on boucle avec ce qu'on a dit. Moi, je suis d'accord sur une chose et pas sur l'autre. Si tu veux, moi, je rêve absolument pas d'une société de la peur. Hein. C'est clair. Et elle l'est ou elle l'est ou elle l'est pas. Est-ce que tu peux aujourd'hui? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ont surtout peur de ce qui peut leur arriver, dans certains cas, face à la délinquance. Je veux dire, et c'est là où, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, je reviens à mon propos de départ, c'est que tu as une peur par rapport à ce qui peut arriver concrètement, et une peur symbolique. Et donc, tu as un certain nombre de faits qui te font quand même baliser grave, comme le mec qui s'est fait tabassé parce qu'il photographie des lampadaires et qui est mort devant les yeux de son gosse dans la voiture. Bon, il y a 2 mecs qui ont pris 15 ans, etc. Donc, bon. Mais si tu veux, là-dessus, c'est quand même un truc où tu te dis, pas de bol, t'es au mauvais endroit et tu te fais tabasser. Alors qu'il y en ait beaucoup, pas statistiquement. Attends, je t'amène là-dessus. Et donc, là-dessus, t'as des choses où on a l'impression que tu les aurais pas vues avant. Est-ce que c'est une histoire de territoire, de mecs qui ont vu quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas sur leur territoire, dans une zone, machin, qui ont cru que c'était un mec de la police, bon, ou pas. Donc il y a quelque chose qui fait flipper là-dedans. Après, les gens, pour moi, ils ont plus peur des agressions de la délinquance que de l'état sécuritaire. Après, effectivement, il faut qu'on soit tous vigilants à ne pas abandonner trop de liberté individuelle au profit de la prévention d'une menace. Et c'est ce que je disais au départ, c'est-à-dire que le sujet du terrorisme et du risque à la sûreté de l'État, etc., qui fait qu'on va t'écouter, surveiller des communications Internet, etc., là-dessus, à certains égards, il y a, à mon avis, un débat public à avoir. Après, moi, je ne vais pas poser tous les sujets là-dessus, mais il ne faut pas aller trop loin. Et je me pensais qu'on n'est pas trop loin. Et ça rejoint aussi ce que je disais sur le sécuritaire, c'est qu'on est une société qui n'accepte plus le risque. Parce qu'elle vit aussi. Et que paradoxalement, plus on s'approche de la mort, plus on en a peur. Et où la jeunesse, par exemple, quand des jeunes fous, tu prends des drogues, tu prends des machins, tu conduis vite, des fois d'ailleurs ça termine mal, et puis plus tu es âgé, plus tu apprends à contrôler, tu as des enfants, donc du coup tu fais moins de conneries, etc. Donc on est à effectivement creuser les chemins, mais je ne pense pas qu'il y ait réellement un clivage qui soit principalement PS, UMP. On s'en fout, ça. Enfin, non, mais je veux dire, tu savais comment que tu vois, t'entends Ségolène Royal sur l'insécurité, il n'y a pas plus sécuritaire et plus loin. Donc je pense qu'il y a un clivage entre libéraux et autoritaires, et entre jeunesse et moins jeune, sachant que la jeunesse ne dépend pas forcément de l'âge. Je te laisse. Mais voilà, et là-dessus, je suis d'accord, c'est le suite de mon truc, mais c'est donc, j'ai eu la réponse du début. On va dire que tu es pas malhonnête parce que c'est insultant, tu es juste schizophrène. Ou peut-être, tu veux une investiture au MP. Et tu te dis, je ne peux pas non plus dire à quel point leur politique me fait gerber, elle est dégueulasse. Tu peux pas me dire, pour moi je suis un esprit libre, tu vois, je peux dire tout ce que je veux, c'est l'avantage. Mais est-ce que tu veux. Vas-y. Mais est-ce que tu peux préciser, parce que. C'est-à-dire que tout ça, théoriquement, alors il y a des menaces, etc. Concrètement. C'est pas c'est Ouais, bon, ok. Non, mais parce que j'en sais plus que je leur donnais la parole. Concrètement, quelles sont les décisions politiques de l'UMP qui font qu'on va dans un état sécuritaire selon toi?
Bon, alors, je réponds vite juste avant, sur ce que tu disais sur dans le temps, les mecs qui font le lampadaire. C'est un minimum de perspective historique. Tu peux lire les textes historiques, tu lis les années 70, tu avais les loupards, les blousons noirs, il fallait s'en méfier, c'était horrible. Pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands, ils allaient violer nos femmes, c'est marqué dans la Marseillaise, mais ils allaient manger nos enfants. Les Allemands mangeaient les enfants pendant la guerre de 70, je ne crois pas la guerre de 14. Bon, cette manipulation par la peur et citer des exemples horribles et des crimes horribles, elle a toujours existé. Et l'utilisation d'ailleurs, la façon dont a toujours été utilisé le fait divers est un sujet historique absolument passionnant. Moi, je ne m'étends pas dessus, je peux répondre. Ouais, je suis pas d'accord. On est compte que d'abord, il y a le symbolique, il faut y répondre parce que les gens ont l'impression qu'il y a un sentiment d'impunité. Et après, depuis le mois dernier, j'ai 3 potes qui se sont fait tirer leur scooter, dont certains, alors ok, c'est pas très grave, on va dire. Ça c'est pas un fantasme. Non mais ça existe du tout le temps. Je sais plus où on en est. Mais une fois encore, ça va être un dialogue de sourds. Moi, je te dis pas, il n'y a pas d'insécurité. Je te dis, le fantasme, l'insécurité est bien plus grande aujourd'hui que dans toutes les époques. Ça, c'est un fantasme, et qu'elle a atteint un niveau insupportable. Des gens se sont fait braquer leur full scooter, mais il y a toujours eu. Moi, quand j'avais 10 ans, je ne vais pas dire mon âge parce que je suis coquette, mais c'était il y a très très longtemps, c'était une autre génération. Enfin, tu allais dans ma banlieue à moi avec ton vélo, c'était Ziva, fais voir ton vélo, tu vois. Et tu prends la. Mais je ne trouve pas ça bien, je te dis juste que dans la guerre des boutons, c'était la même histoire dans les années 50 et dans les années 30, que cette délinquance-là lit les textes justement du 19e siècle, tu t'apercevras le 19e siècle avec la misère qu'elle a produit, que ce soit à Londres ou à Paris, lis les textes de l'époque, tu t'apercevras que cette délinquance de la pauvreté et de la misère qui provoque, je ne dis pas que c'est des excuses, je n'aime pas ce discours d'excuses non plus, c'est pas ça, je dis juste qu'elle a toujours existé. Donc après on peut faire, oui mais quand même, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que non, il n'y a pas de délinquance. Bon, je pourrais te répondre par provocation une phrase auquel je crois assez, qui est une couverture de Zéro en 1986, quand Pasqua est arrivé au gouvernement, Zéro, magnifique journal, qui avait titré « C'est pas en mettant plus de flics dans la rue qu'on aura moins d'insécurité, c'est en mettant moins de peureux ». Bon, évidemment, elle est à prendre au second degré cette phrase. Et voilà, on pourrait rire là-dessus. Après, on peut s'envoyer en anathème, mais pour moi, c'est un Alors, si tu veux, j'appuie sur le bouton. Et Thomas a 6-7 minutes de retard, donc il peut y aller. Non, c'est pas c'est bon, là. Voilà. Bon, mais si vous voulez répondre là-dessus. Non, mais on va répondre peut-être en synthétisant. Moi, je vais pas faire 6 minutes, je vais pas faire un peu, mais je pense qu'il y a une délinquance d'une autre nature, mais là ça nous amènerait sur un autre débat qui fait qu'il y a aussi une question, le lien avec l'immigration. Peut-être que les gens sont moins tolérants avec les délinquants, même dans le symbole qu'ils ont. Il y a aussi les symboles de destruction de la République française. Bon, il y a d'autres sujets, mais là je pense qu'on ne va pas ouvrir ça, sinon ça va être très très long. Et en plus c'est sensible et assez complexe. Et du coup j'ai perdu mon fil, donc je propose qu'on passe à. Parce qu'on sera toujours en fait pas d'accord, toi, tu dis. On va pas mettre tout le monde en prison. Oui, parce que ça vaut pas le coup. Moi, je dis pourquoi pas, parce que quand on fait une politique ferme de répression, comme par exemple le NIL a fait à New York, ça marche, et il y a une réduction de la délinquance. La question, peut-être qu'on peut explorer là-dessus pour faire une transition, c'est si on fait une politique, pour moi je pense qu'on pourra faire quelque chose de plus répressif encore qu'aujourd'hui, donc tu vois que de mon côté pas schizophrène. Comment on fait pour autant pas tomber par ailleurs pour la question de prévention, dans le fichage, dans la privation de liberté, et dans la destruction des soupapes de sécurité sur tout ce qui ne constitue pas des délits, mais qui constitue des risques pour la société. Donc en fait, comment est-ce qu'on peut avoir un état de droit, une répression des comportements réels, des délits avérés, sans pour autant mettre tout le monde sous surveillance pour éviter qu'il y ait même le risque d'un délit. Donc, moi j'assume le risque du délit, mais j'assume aussi la sanction quand il y a un délit. Mais une fois encore, je vais pour moi, ça avance pas. Si tu veux, je ne suis pas pour supprimer la loi. Donc voilà, la loi elle a toujours existé, il y avait toujours eu la répression, elle existait il y a 20 ans. C'est pas de ça, pour moi, c'est pas de ça dont on parle. On parle depuis 10 ans, il y a eu une modification de la structure pénale française très précise, qui a été d'abord extrêmement importante, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas eu une année sans un durcissement des lois pénales, et à un point qui est, on a basculé à des moments en dehors de l'état de droit. De même, le Conseil constitutionnel a censuré, et quelque chose qu'on puisse mettre quelqu'un sans passer par un jugement, ce qui était le cas de l'avant-dernier texte Sarkozy, parce que depuis, il en a pendu 1 ou 2, l'OPSI 2. Bon. C'est une folie.
Alors, pourquoi c'est dangereux? Voilà, c'est ça sur lequel je veux avancer. D'abord, je vais te balancer une tarte à la crème, on est bien obligé. Bon, je vais faire vite parce que c'est une tarte à la crème. Mais qu'effectivement, aujourd'hui, c'est la crise. La dernière fois qu'on a eu une grande crise en Europe, on sait comment c'est terminé avec des États autoritaires. Donc voilà, si demain on devait être dans une dictature en France, moi je préférerais qu'on n'ait pas préparé les fichiers, tu vois, d'avance. Je veux dire, ils le font assez bien même. Donc, je pense que tu seras d'accord avec ça. Je dis c'est une tarte à la crème parce que moi j'ai pas d'abord envie d'utiliser la peur pour les autres. C'est attention, du fascisme partout bientôt, je ne crois pas à ça. Et ensuite, surtout, je pense que l'histoire se répète toujours, mais qu'elle se répète jamais pareil. C'est ça qui fait intéressant au travail d'historien, c'est d'essayer de comprendre les vraies causes et les vraies conséquences, et puis de comprendre ce qui est de l'écume du temporel. Et aujourd'hui, je pense donc, comme je disais tout à l'heure, qu'on va vers une dictature démocratique. Et je te prends un truc qui est très important, pareil pour comprendre notre époque, c'est le salon Millipol. Ceux qui ne connaissent pas le salon Millipol, c'est le salon de la convergence du militaire et du policier, un Millipol, qui a lieu, je crois, une fois tous les 2 ans en France et une fois tous les 2 ans dans un pays du Golfe. Donc c'est ça, sinon tous les ans en France, c'est pas clair. Et cette idée qui est complètement assumée, je ne vais pas dire des choses gauchistes qui inventent, c'est complètement mis dans les textes officiels. Cette idée de convergence du militaire et du policier, c'est l'idée qu'à moyen terme, les tâches dévolues aux forces armées et à la police seront effectuées par les mêmes hommes, avec les mêmes techniques et les mêmes matériels. Hein, dans les documents officiels de Millipol, on parle de fantassin en contrôle de foule, qui est la même chose que policier en combat. Pourquoi ça? Parce qu'on se rend compte, les pouvoirs qui réfléchissent à ça, et qui font des textes officiels. Les textes officiels de l'OTAN disent ça, donc c'est complètement assumé. Ils disent, on sait bien que les dictatures policières, à terme, finissent toujours par être renversées. Donc, si on veut proposer un contrôle social qui soit une dictature dans l'esprit, mais qui ne soit pas renversé, il faut aller jusqu'à un certain point. Et il y a cette phrase magnifique dans les documents de l'OTAN officiels, qui dit « Les armes non létales ont cet avantage qu'elles rendent les interventions préventives politiquement acceptables. » La phrase est vraie. C'est-à-dire que le citoyen, si on lui tire dessus à balles réelles, comme en Syrie, on fait la communauté internationale dit « Ah, dictature !» et les gens disent « C'est plus possible, on va être... » Mais si tu les cloues au sol avec un taser ou des filets, que tu leur mets un bracelet électronique, tout ça, que tu les fiches, qu'ils aient plus le droit de sortir chez eux, qu'ils n'aient pas le droit qu'on sache à tous les moments où ils vont, alors le citoyen, si tu lui dis de l'autre côté « Oui, mais le monde est dangereux, vous devez avoir peur », entre sa peur et je voudrais finir, je te donne un peu, je vais finir. Le citoyen va démocratiquement être prêt à adhérer à cette dictature démocratique. Et alors le troisième argument, je vais finir ce troisième argument qui me semble important pour comprendre pourquoi c'est dangereux pour la démocratie et l'état de droit, cette dérive du sécuritaire, c'est que, comme tu le disais toi-même, c'est pas une question de milieu social, c'est pas une question de déterminisme social, le fait qu'il y ait des gens pas bons et des gens bons. Tu vois, il y a des tas de gens qui sont dans les cercles de pouvoir, dans les objets de pouvoir, dans la police, dans la justice, dans les services spéciaux, qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas bons. Et si ces gens-là ne sont pas contrôlés, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, par exemple, de par les lois Sarkozy depuis 10 ans, un policier peut demander la liste de n'importe quelle, des communications téléphoniques et leur géolocalisation de n'importe qui sans passer par un juge. Il peut obtenir la même chose des communications Internet. Qu'est-ce qui empêche un flic jeune, trompé par sa meuf, d'aller éplucher son relevé pour savoir qui est son amant? Alors évidemment, je ne te dis pas que sa hiérarchie va le couvrir, ou que Nicolas Sarkozy dit à tous les flics, on va faire un complot. Évidemment, ça ne sera pas accepté, mais on donne des pouvoirs. Et toi qui es libéral ou qui te dis libéral, tu devrais savoir cette chose centrale, c'est que ce qui fait l'état de droit, il ne faut pas l'oublier, moi je suis avant tout là pour répéter ça, ce qui fait l'état de droit, c'est depuis toujours la méfiance envers tous les pouvoirs, et produire un maximum de mécanismes pour contrôler et restreindre ces pouvoirs. Alors évidemment, à des moments, il y a cette histoire de sécurité, personne n'a jamais fait supprimer la police. Il faut s'en méfier, et c'est légitime de se méfier de la police, c'est légitime de se méfier de la justice, c'est légitime de se méfier des officiers du ministère de l'Intérieur. Et je finis encore, je me trouve 2 petites minutes. Après, je me souviens un peu, parce que c'était du début, donc ça va être compliqué. Bon, je pourrais te le répéter, j'ai un peu. Et il y a un grand libéral de l'éternel, en plus américain, donc j'imagine que tu dois l'adorer, qui s'appelle Benjamin Franklin, qui a dit une phrase fantastique et très importante. Il a dit un peuple qui est prêt à accepter d'échanger un peu de liberté contre un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et n'obtiendra aucune des deux.
Hein, un peuple qui est prêt à échanger un peu de liberté contre un peu de sécurité n'obtiendra ni l'une ni l'autre et ne mérite aucune des deux. Et je vais prendre comme exemple, après j'aurai fini, parce que c'est absolument révélateur, Outreau. Outreau, la France entière a dit c'est scandaleux, c'est horrible. Comme si c'était la faute à pas de chance, Outreau. Comme si c'était la faute à un pauvre juge qui aurait mal fait son travail. Mais Outreau, c'est pas un épiphénomène malheureux. Outreau, c'est la conséquence structurelle d'un choix de société, du discours que tu disais tout à l'heure, ah oui, les récidivistes qui paradent devant leurs victimes, la tolérance zéro, tous les coupables de crimes sexuels sont récidivistes, etc. C'est ça, ce qui porte Outreau, c'est la conséquence d'un choix de société, celui de préférer, est-ce qu'on préfère que les coupables, d'avoir des coupables en liberté? Évidemment, on préférerait avoir les coupables en prison et les innocents en liberté, mais la société n'est pas comme ça, et tu sais très bien, puisque tu veux faire de la politique ou que tu en fais, que la politique c'est arbitrer entre des choses qui semblent un peu conflictuelles, c'est ça, arbitrer. Donc, est-ce qu'on préfère prendre le risque de retrouver des coupables en liberté, ou comme c'est le cas aujourd'hui, et Outreau en est la preuve, de prendre le risque d'avoir des innocents en prison? Outreau, il y a 500 personnes par an en France, 500 personnes par an en France qui sont envoyées en prison préventive et qui au moment de leur procès ont un non-lieu. Donc la justice dit n'avait rien à voir là-dedans. Des gens dont la vie sont brisées parce qu'ils ont fait l'expérience de la prison, mais derrière ils sortent, ils ont été celui qui était en prison. Donc leur vie est fichue. Je ne développe pas ça, mais il y a plein d'exemples comme ça. Uniquement par son principe. Oui, j'ai pratiquement fini. 500 personnes par an, ça fait juste un Outreau par semaine. Et ça, c'est structurel. Merci pour ta patience. Tu veux que je te rappelle mon plan? Non, mais je vais partir de la fin pour remonter le début. Ce qui est très intéressant avec Outreau, c'était avant l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir. C'était en l'année 2002. Donc, si tu veux, comme exemple de la politique sécuritaire de Sarkozy. Attends, non, mais attends, je suis désolé. Donc, mais moi, je ne suis pas dans un débat politique, je ne suis pas PS. Et c'est pour ça, ce que je te dis, c'est qu'il y a une évolution de la société. Et contre lequel, parce que tu navigues quand même entre ce qu'a fait le gouvernement aujourd'hui est inacceptable, on arrive à ça, et moi, je pense qu'il y a une évolution de la société dans laquelle il se base, et Outreau, et je vais venir parce que c'est une réponse en fait. Il y a un problème en France de fonctionnement de la justice. Outreau en est la preuve, mais c'est un exemple parmi d'autres. Et en plus, là, au film de débat, j'ai été voir le film la semaine dernière, donc ça rappelle un peu les affaires parce que ça faisait un petit peu longtemps que ça arrive. Et c'est complètement délirant ce qui se passe. Et il y a quand même aussi un problème de l'institution judiciaire, d'ailleurs structurellement aujourd'hui très remonté contre Sarko. Quand tu vois qu'ils n'ont pas fait le ménage chez eux, j'ai envie de dire qu'ils devraient. Que quand même, le jour du jugement, la nana qui a accusé tout le monde annonce qu'elle a menti, les mecs retournent en tôle. Faut quand même le faire. Et donc, c'est et quand tu vois toute l'instruction sur ce qu'il a fait une instruction. Pas seul, parce qu'il y a des mecs autour de lui qui ne peuvent pas forcément regarder, mais il y a plein de monde qui ont fait une instruction qui était, je veux dire, inacceptable, un blâme. Donc je veux dire, là aussi, on a un problème, alors là pour le coup, où la justice elle-même doit être exemplaire. Alors, là où je voudrais y aller, c'est que ce fonctionnement de la justice, notre justice est malade, et du coup, on a des gens qui mettent longtemps à passer en jugement, des gens qui sont relâchés alors qu'ils ne devraient pas, ou qui sont appris, des gens préventifs de manière scandaleuse et de prisons qui sont bourrées. Je crois qu'il y a un tiers des prévenus qui sont préventifs dans la prison française. Enfin, c'est complètement. Mais ça, c'est pas un problème, c'est bien un problème de choix idéologique. Alors, je veux dire, c'est que. Et de rapport à l'état de droit. Et du coup, cette justice qui fonctionne mal, qui fonctionne notamment trop lentement, que ce soit pour innocenter ceux qui sont préventifs, ou que ce soit pour condamner ceux qui ne sont pas mis en préventive et qui continuent à parader alors que tu as porté plainte contre eux, et que du coup la deuxième fois tu ne portes pas plainte parce que tu sais que le mec avant qu'il se juge il a déjà pour 2 ans, etc. Donc il faut absolument accéder à la justice, faire exécuter les peines, alors qu'aujourd'hui il y a 80 000 peines non exécutées, y compris les plus faibles. Du coup, moi ça va à l'encontre de ma théorie, c'est-à-dire qu'il faut déjà punir les faibles peines pour éviter qu'il y en ait des plus grandes derrière. Et cette justice ne fonctionnait pas toujours bien. Il y a une surenchère de demandes de sécurité par lequel le gouvernement traduit par des restrictions de liberté. Au lieu, si tu veux, d'agir sur la justice qui a des rouages importants, pour lequel une justice plus rapide et plus courte, à la limite, s'il y a une erreur de mise en préventive, il vaut mieux que ça dure 6 mois que 2 ans. Parce que l'erreur est humaine aussi. Donc il y a des moyens. Déjà, il faut qu'il y ait moins de gens préventifs.
Et personnellement, alors là je parle plus sur le groupe Liberté à Plus, on a aussi des avocats dedans, et c'est la partie plus libérale. Et moi je suis pas non plus comme toi, tu ne juges pas la SNP, moi je suis pas d'accord avec tout ce qui est fait par le gouvernement. Mais il y a une défense de la présomption d'innocence qui doit être plus importante, et le placement en préventive doit être beaucoup moins systématique qu'il l'a été par le passé. Ceci dit, il y a aussi un certain nombre de lois et de réformes de la garde à vue, avec appel de l'avocat, etc. Il y a aussi des nombre de choses qui ont été faites pour la présomption d'innocence, il ne faut pas oublier. Il y en a une, il y a celle-là. Oui, celle-là, non, celle-là parce qu'elle a été, celle-là parce qu'elle a été imposée par l'Union européenne. Sinon, le gouvernement ne l'aurait jamais fait. Enfin, elle est faite non, mais ça c'est sûr. Et quand juste je précise, on ne sera pas d'accord, on ne va pas faire un débat stérile, mais pour qu'on ait soit truc, tu as répondu que la justice fonctionne mal, tu n'as pas répondu avec la question. Moi je précise, Outreau, c'est pas que la justice ne va pas assez vite et qu'elle ne met pas assez les coupables en prison. Outreau est la conséquence structurelle d'un mode de pensée et de chiffon rouge, il faut encore du contrôle social par la peur, et le pédophile par du trou et partout, donc il faut faire quelque chose, et là d'un coup, moi je suis nageur. Je me suis retrouvé, je me souviens, à cette époque-là, j'ai été nageur, et j'ai été voir un petit môme, il était mignon, il arrive, il me fait « Monsieur, dans les vestiaires, il y a quelqu'un qui m'a montré son kiki. » Le môme, il avait entendu ça toute la journée à la télé, c'est pas grave, c'est un môme, on va pas le condamner lui, les trucs. Par contre, ce qui m'a fait peur, je me suis dit « Putain, je vais retourner nager. » Le môme, il va aller voir des gens, il va faire « Le monsieur en rouge, il m'a montré son kiki. » Et dans ce truc-là, je vais me faire lyncher dans la piscine, par des débiles. Et ça, ce sera les débiles qui seront responsables de leurs actes. Promis, on va être je suis d'accord. Mais les retutants aussi qui sera responsable. Et nous sommes la conséquence de l'air jutant. Je peux revenir là-dessus. C'est que si tu veux. Moi, j'avais une question à te poser, mais je vais parler un petit peu pour moi, que je n'ai pas utilisé mon temps de parole, mais je ne crois pas que Sarko il se lève le matin en disant je vais instaurer une dictature en France et surtout contrôler les Français. C'est quoi son trip? Non, alors je peux te répondre précisément. Je peux te répondre après. Voilà, toi aussi, et par contre, parce que du coup, tu es en train de juste me faire parler de film. Par contre, il y a le rôle des médias, donc, qui est quand même absolument délirant sur cet aspect anxiogène. Et là, malheureusement, c'est pas en votant pour qui que ce soit qu'on changera. Donc, parce qu'il y a moi, quelque chose qui hallucine. Donc, comme c'est un savent, j'ai été président de la DAQT, Association pour la qualité de l'information. Et la part de l'émotionnel dans les médias est complètement délirante. Et surtout sur les enlèvements d'enfants, on est dans un pays délirant. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en permanence, il y a des enfants qui se font enlever. Et j'avais noté une fois un JT de Schoenberg, à l'époque où elle présentait le JT sur France 2, et sur un samedi midi, parce que c'est rare que je vois le JT midi en semaine, sur un truc de 25 minutes, il y avait 15 minutes sur 3 ou 4 enlèvements d'enfants, et au milieu après, il y avait des enfants qui s'étaient fait renverser dans une fête par un chauffard, etc. Et par contre, tu avais à peu près 30 secondes de Michel Omari, qui était, je crois, ministre de la Défense, qui était retourné aux États-Unis, et je ne sais plus quelle guerre il y avait en ce moment, mais bon, bref, on en avait une opération commune avec les États-Unis et le ministère de la Défense qui était là-bas, là on n'en parlait pas. Et par contre, en permanence, donc ça, si tu veux, c'est pour faire du chiffre, c'est parce qu'on pense que ça va intéresser les Français, c'est parce qu'on est trop con pour parler des sujets économiques, donc il suffit de tendre un micro, et voilà. Et ça, si tu veux, je trouve que c'est assez flippant, parce que c'est, malheureusement, c'est même plus contrôlable sur le plan politique, c'est le plan des médias qui est incontrôlable. Et donc je ne sais pas d'où ça vient, est-ce que Patrice Schoenberg doit avoir plus d'enfants et que du coup elle psychote là-dessus? J'ai pas de solution, mais je pense que cette pression de la peur, elle vient aussi des médias. Donc, et pour résumer là-dessus, on pourra peut-être reparler de justice après, je pense qu'il faut justement avoir un système de police, un système de justice qui est irréprochable et le plus performant possible pour la recherche des délinquants, une justice rapide et équitable, qui tu es présumé innocent, mais une fois que tu es condamné, tu payes. Et après aussi tout le système de réinsertion pour éviter de continuer à avoir des prisons qui sont des fabriques à délinquants de long terme. C'est-à-dire qu'ils rentrent au junior, c'est la Star Academy, et après, en gros, c'est l'université de la délinquance. Donc, et je pense que ce n'est qu'en suivant ce programme-là qu'il y aura une perception de la délinquance et de ce que les pouvoirs publics font face à la délinquance qui s'améliorera, que les gens se sentiront rassurés et qu'ils refuseront le fichage, l'Internet, et qu'on pourra leur dire, puisque ça fonctionne, il n'y a pas besoin de là-dessus. Et sinon, mon analyse, c'est qu'il y a une surenchère par le sécuritaire, parce qu'on ne veut pas s'attaquer à tous ces sujets-là. Voilà. Ok, alors je vais répondre déjà à ce que tu disais. Sur les enlèvements, tout ce que tu as dit là, je suis d'accord. Surtout sur les journalistes. Ouais. Alors, sauf que je vais mettre un bémol.
Parce que les enlèvements d'enfants, moi, il y a quelques temps, j'étais dans mon Auvergne, sur mon autoroute, une autoroute en Auvergne, et là sur non, on a plusieurs. Le très riche en Auvergne, on a le président de la République. Alors, et j'étais dessus, et il y avait des panneaux, attention, alerte enlèvement enfant. Et c'était une petite fille qui venait de se faire enlever il y a un quart d'heure à Nice. Alors je me suis dit, soit l'enleveur d'enfants, c'est super mal, on l'a reconnu à cause de sa cape et de la cabine téléphonique, et c'est pour ça qu'on est en train de le rechercher en Auvergne parce qu'il va super vite, soit on est dans de la compétence totale, soit peut-être ça a une utilité cet enlèvement, c'est nous rappeler, partout même quand on roule, qu'il y a des enlèvements d'enfants. Donc quant à savoir si les médias participent à cette manipulation et ce contrôle social par la peur, évidemment. Le problème, il est de savoir, c'est les médias tout seuls ont décidé. Moi, je pense qu'une fois encore, je vais te répéter la phrase de Sarkozy, l'hégémonie idéologique et culturelle précède la victoire politique. Quand tu me disais tout à l'heure, Outreau, c'est pas Sarkozy, mais moi, je suis pas un objet politique. Moi. Je suis pas en train de faire la campagne du PS ou du Mélenchon, de qui tu veux, de personne. Contre Sarkozy. Juste, je constate que Sarkozy est une cause et une conséquence. Cause à cause de sa phrase, il participe à ces think tanks, il participe. De quelle phrase? Parce que moi, ta question, c'est en quoi Sarkozy est cause, et c'est là où je te. Il a participé avec d'autres à cette création d'une valeur ajoutée idéologique et culturelle de droite, et sur laquelle il s'est appuyé. Et ensuite, il est évidemment une conséquence de cette modification idéologique et culturelle. Je veux dire que Sarkozy, qui se présenterait avec ce programme en 1980. Il ne le ferait pas, c'est un animal politique. Il aura un autre programme en 80. Je ne lui soupçonne aucune honnêteté. Je soupçonne juste d'être pragmatique, c'est un homme politique. C'est pas une espèce que j'aime, pas plus que j'aime les médias. Sarkozy se serait présenté avec le même programme en 1980, il aurait juste été considéré comme un type d'extrême droite, et il aurait juste fait 1% des voix comme un type d'extrême droite. Point barre. Bon. Donc, aujourd'hui, Sarkozy est la cause de ce travail idéologique qu'elle fait dans les médias, on est d'accord, de la peur partout, et il en est aussi la conséquence, puisqu'il passe, là on va avoir bientôt une élection, on va voir comment les affaires de faits divers vont ressortir et comment il va les utiliser. Enfin, tu peux défendre ton parti si tu veux, mais n'importe qui de lucide a bien vu la façon dont le gouvernement utilise les faits divers pour des fins politiques. Et une fois encore, moi j'ai pas un discours PS, tout ça. Je comprends ça. Il ne faut pas me faire ce que je veux dire. Il y a une partie des médias sur notamment la peur, sur les enrôlements d'enfants, etc. Par ailleurs, si tu veux, ce qui est assez paradoxal sur les médias, c'est que certaines délinquances est montrée et une autre n'est pas montrée. Et notamment la délinquance d'origine étrangère a été pendant des années masquée, ou en tout cas par rapport à sa provenance. C'est qu'on disait toujours quand le mec s'était fait agresser. C'est quand ça vient de Karachi, par exemple. Non, je parle en France. Mais au-delà, donc si tu veux, les médias, ils ont un jeu ambivalent. Par ailleurs, si tu veux, je vais rappeler sur le truc emblématique de la racaille. Et pour une fois, je vais rendre hommage à Schneiderman, ce qui arrive assez rarement. Le fameux truc, je vais vous débarrasser de la racaille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était en déplacement sur la dalle, je ne sais plus quel, le 9-3, enfin, dans le nord-est de Paris. Et il faisait son tour. Et c'est l'habitant de la loge qui parlait, qui a dit: Monsieur Sarkozy, vous allez vous débarrasser de la racaille. Et elle visait effectivement une dizaine ou une quinzaine de mecs qui foutaient la merde dans la cité. Et il a dit: oui, madame, je vais vous débarrasser de la racaille. Donc, c'est pas la dame qui fait partie du think tank de Sarkozy pour inventer un fantasme de mecs qui en ont marre. En plus d'être schizophrène, t'es naïf. Non, c'est pas instrumentaliser cette intervention de. Enfin, tu prends. Mais bien sûr qu'elle est instrumentalisée. Bien sûr qu'elle est instrumentalisée. Mais elle a été instrumentalisée en fait de Sarkozy pour dire: c'est un méchant fasciste, regardez, c'est un mec d'extrême droite, en disant: il va débarrasser les gens de la racaille comme s'il allait inventer lui-même. Et ça il y avait eu un reportage d'arrêt sur l'image. Parce qu'en plus, les mecs ont dit: Sarkozy, il a dit machin racaille, il s'est barré. En fait, Sarkozy est resté, il y a une partie où il y avait beaucoup moins de caméras, où il y avait quand même un sur match qui arrivait, alors là aussi, il fait ça quand même, etc., comme tu veux. Et il allait rencontrer les jeunes de banlieue qui étaient dans cette ville, qui ont été le voir, ils ont discuté avec lui, qui étaient hyper contents d'avoir discuté avec Sarkozy, qui était le mec qui est proche de lui, de nous voir. Alors, ok, on en pense ce qu'on veut, mais au final, sa visite, c'était pas du tout mal passé avec les jeunes là-bas. Ils étaient assez d'accord disant qu'il y avait des mecs qui faisaient la merde, qu'il fallait arrêter qu'ils foutent la merde. Alors après, on n'est pas d'accord sur comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait. Et on est ressorti avec quelque chose en disant: Sarkozy connaît la banlieue, et les racailles, c'est tous les Arabes et les Noirs de banlieue, et Sarkozy est contre les Noirs et les Arabes de banlieue. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, si tu veux, je trouve que là-dessus,
c'est pas Sarkozy qui s'est levé le matin en instrumentalisé un truc. Il y a un vrai besoin, il y a des vrais soucis, et très naïf. Bah alors, très naïf ou malhonnête, je sais pas dans quel. De toute façon, tu vas pas répondre à ce truc-là. Mais évidemment, j'en sais rien, ça je peux pas savoir, mais malhonnête, tu fais la carrière politique, tu peux faire des choses, quoi, parce que là. Donc, si tu veux, et je ne pense pas non plus que. Enfin, je ne vois pas l'intérêt, tu l'expliques, de Sarkozy de créer une dictature en France. Pourquoi faire? Mais pas une dictature, parce que. Et toi aussi, tu joues sur la peur. Tu dis attention, on va tous être fichés, etc. Bah, si, c'est exactement le même discours. C'est vous allez être fichés, demain on va avoir votre ordinateur, ayez peur du méchant gouvernement. Non, mais toi, je pourrais te retourner le truc. Donc, je veux dire, il y a un risque de fichage. Il faut que, de toute façon, moi je ne suis pas prêt à abandonner toutes mes libertés pour lutter contre un hypothétique terrorisme ou des choses comme ça. Mais je suis, par contre, prêt à ce qu'on combatte réellement la délinquance physique, concrète, vol, agression physique. Et aussi des dépenses en col blanc, c'est pas exclusif, qui se passe en France. Et donc là-dessus, c'est vrai que je suis déjà sur un combat aussi moral de désangéliser le délinquant et déglamoriser le rebelle qui machin, etc. Et donc, mais par contre, on est dans un débat assez compliqué et assez subtil où, pour moi, il y a des faits délictueux qui sont commis qu'il faut réprimer, et je pense que parfois ils ne sont pas assez, donc on ne sera pas d'accord là-dessus, mais bon, voilà. Et dans ce cadre-là, tout ce qui a été fait par Sarkozy sur des peines planchées pour les multirécidivistes, etc., je suis pour. C'est-à-dire qu'on peut déconner, je suis pour des mises de peine, tu fais des fois une connerie, alors des fois tu es attrapé, tu n'es pas attrapé. Selon ce que tu as fait, tu fais une peine de prison, il faut déjà éviter, il faut montrer un cercle, il faut qu'on te permette de travailler, etc. Et puis après, l'ardoise est effacée. Par contre, tu fais une fois, deux fois, trois fois des agressions physiques contre des personnes, pour moi, il faut que la société sanctionne symboliquement ce que tu as fait et protège la société des 1% de personnes qui peuvent, dans certaines circonstances, se transformer en loup. Voilà. Alors, une petite précision, donc Vaquet a encore 6 minutes d'avance. Est-ce que tu les... Non, on se les partage, c'est pas... Peut-être qu'à la fin je serai plus long, on verra. Bon, moi, si de toute façon, je vais te répondre très rapidement avec ironie d'un truc, puis après, si tu veux bien, je vais partir sur une autre partie du débat, parce que là, on a fait le tour. Donc, juste quand tu disais, je vais évangéliser les délinquants, je ne sais pas dans quelle mesure tu es naïf, mais ce travail-là, il a été fait, il arrive à la fin, quoi. Ça a été fait depuis 15 ans par tout le monde, 68 était mal, tu regardes Zemmour, il t'a pris le truc, là, tout le monde le fait. C'est la tarte à la crème, croire qu'on a de l'audace de dire ces choses-là, que tout le monde reste depuis 10 ans. Bon, voilà. C'était juste un truc, ça m'a fait rire sur la formulation, parce qu'elle est là aussi, tarte à la crème. Alors moi, je vais te parler de quelque chose qui, sur le fond, va être d'accord. Et ça me semble être très important, et ça me semble élever le débat, parce que je suis un garçon merveilleux qui élève le débat. Alors, dans mon dernier spectacle, il y a une phrase que je suis très très fier d'avoir écrit, et que je revendique absolument, qui peut être compris de façon polémique, mais je l'assume, c'est « Je revendique le droit à la déviance ». Et j'ajoute derrière, parce que je fais du hip-hop, donc ça rime, parce qu'on n'a jamais rien fait de bien par l'obéissance. Et ça, je crois que c'est très important d'avoir cette conception. C'est-à-dire que, déjà petit 1, à l'échelle individuelle, tout bêtement moi, je peux parler de moi, tout ce que j'ai fait de bien dans ma vie, je le dois à l'imprudence, je le dois au fait de ne pas avoir suivi le chemin qu'on devait, de ne pas avoir suivi la règle commune, d'avoir fait preuve d'audace. Alors, je pourrais te dire aussi, pour être honnête, j'ai fait plein de conneries aussi comme ça. J'ai failli crever électrocuté par imprudence. Là, je vais probablement rester boiteux toute ma vie parce que j'ai eu un accident il y a quelques mois parce que j'ai été imprudent. Ok. Mais au moins, à l'échelle individuelle, j'ai pas vécu comme un mort-vivant. Je suis pas resté en ayant peur tout le temps. J'ai vécu. Pour reprendre Busset, c'est moi qui ai vécu et pas. J'ai noté là, pas un être factice créé. Je pourrais faire celui qui la connaît par cœur. Et pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Voilà. Et si tu veux, il y a My Way, la chanson américaine tirée de la chanson de Claude François qui est une merde, mais la chanson américaine est merveilleuse, My Way. Someone who kneels, moi je ne me comporte pas comme ceux qui rampent. Okay. Au moins j'ai vécu. Il y a une très belle phrase d'ailleurs de Brel qui dit il est urgent d'être imprudent. Il ne faut pas être prudent. Moi je crois que notre époque, elle manque profondément de ça. Et là encore, je ne suis pas PS, Sarkozy, moi je m'en fous de ça. On parle vraiment de notre époque et de notre société. Alors moi, j'en ai juste marre qu'on nous dise que si je baise sans capote, je vais attraper le sida. Moi j'aimerais bien aussi qu'on nous dise que si tu baises avec une capote, c'est nul. Et que si tu baises sans capote, ça peut être bien. En tout cas avec moi c'est bien.
s'il y en a qui sont intéressés. Crevetous.com et il y a écrit un indispensable dessus. Bien, qui fait la gueule. D'accord. Moi j'en ai marre qu'on me dise conduire avec 0,51 g c'est dangereux. C'est vrai. Mais on ne dit pas. Moi j'habite à la campagne, donc je n'ai pas la possibilité de prendre un taxi ou de prendre le métro. Ça veut dire que si je respecte les 0,51, je ne vais pas au resto avec mes potes ou avec mes maîtresses. Ou alors je vais sans partager quelque chose qui est fantastique et que j'aime beaucoup, qui est le vin, qui est un objet de convivialité, d'histoire, de culture, un objet fantastique. Et je me prive de ces moments de bonheur. Tu vois, si je voulais faire de la provocation, que de la provocation, parce que je ne pense pas à ce genre de conneries, vous devriez changer votre pub, la pub du truc. Celui qui ne boit pas, c'est celui qui s'emmerde en soirée. C'est un peu ça. Quoi. Alors moi, je ne parle pas d'être irresponsable. Je ne parle pas de prendre sa bagnole avec 2,5 g. Je ne parle pas de sauter une pute africaine il y a 15 ans sans capote. Je ne parle pas d'irresponsabilité. Je parle que mon libre arbitre me fait comprendre le risque, le rapport risque-bénéfice, une fois encore, c'est la responsabilité, et me dit ok, je vais peut-être rentrer à 0,50, à 0,60, à 0,70, je vais faire attention. Mais j'aurais passé une super soirée avec les copains en partageant un très bon vin. Je vais coucher, peut-être j'aurai une toute petite chance de mourir du sida, ou plus probablement, si vraiment j'ai pas de peau, de me taper la trithérapie, ce qui n'est pas très rigolo, ok, mais je vais prendre du plaisir quand je vais niquer. Et ça, on ne le dit pas. On ne dit pas que pour être heureux, et peut-être pas faire partie des 10 000 morts par suicide, qui est un grand risque, on peut rouler son casque en moto parce qu'il fait beau, tu as envie d'avoir la gueule en l'air. Ça peut être un truc. D'aller nager dans les rouleaux sous drapeau rouge, et dire, c'est cool, je suis un warrior. Tu vois. Donc ça, je pense que c'est central. La déviance, et je ne parle pas de l'irresponsabilité, je parle de la déviance, une certaine déviance, elle est importante pour son bonheur individuel. Mais de plus que ça, à l'échelle collective, moi je crois que c'est la déviance seule qui crée la valeur. Alors la valeur monétaire, c'est libéral au sens de droite, mais moi ça dépasse ça, la valeur monétaire aussi, mais la valeur artistique, toutes les valeurs, la valeur scientifique. C'est-à-dire que je sais pertinemment que si tu as quelqu'un, si tout le monde a creusé une mine d'or à cet endroit-là depuis 50 ans, et que tu y vas pour creuser une mine d'or, il n'y aura plus d'or. Celui qui va trouver un vaccin nouveau, une forme artistique nouvelle, une théorie scientifique nouvelle, il va aller chercher là où les autres n'ont pas été cherchés. Donc il va aller chercher en dehors de la norme, en dehors du sentier battu, et même souvent, il va aller chercher contre la norme. Pourquoi? C'est l'exemple de Galilée. Parce que celui qui a raison le premier, il a forcément raison seul. C'est une tautologie triviale. Et donc, forcément, la société lui dit qu'il a tort. La société est, on pourrait dire, structurellement réactionnaire. Pas parce que c'est une tarte à la crème, le mot réactionnaire, pas parce qu'elle est mal. Parce que la société, c'est ceux qui trouvent des nouvelles choses qui font avancer la société. C'est ceux qui vont chercher, là on leur a dit de ne pas aller chercher, qui font avancer la société. Pendant que la grande majorité de la société reste immobile. Et si tu prives les gens de cet esprit, là tu seras d'accord, c'est fondamentalement un discours libéral et un discours libertaire, mais dans ce sens-là, après les mots, moi je m'en fous de ça. Si tu ne comprends pas qu'à un moment, il faut aller chercher autre part de la norme et accepter qu'on enfreigne les règles pour créer de la richesse, c'est l'histoire de tous les hommes, de Galilée, de Picasso. Il y a un magnifique film de Guitry qui s'appelle Pasteur, où on voit Pasteur qui est en train de découvrir le vaccin contre la rage et qui en bute à toute la société, qui lui dit non, c'est pas bien, vous faites des choses, et qu'on ne met que des bâtons dans les roues au lieu de l'aider. C'est toute l'histoire de l'homme. L'homme s'est créé individuellement pour son bonheur et collectivement pour la richesse qu'il a amenée aux autres. C'est vraiment la parabole de Machiavel tout à l'heure, par la déviance par rapport à la norme et par rapport à l'audace par rapport à cette norme. Là-dessus, on est sur un autre champ du sujet, hein, parce que le sujet, c'était du coup la sécurité, du coup la liberté. Tu vas voir comment je vais t'y ramener brillamment. Mais non, mais on est dedans. Mais si tu veux, moi, je vais faire une réponse courte, c'est que s'il n'y a plus de normes, tu ne peux pas enfreindre la norme. Donc, moi, je suis pour l'audace, l'innovation, mais s'il n'y a plus de normes, ça ne va pas fonctionnaliser, dire j'ai un droit à pas respecter le droit. Enfin, donc il y a des normes, et puis c'est parce qu'il y a un drapeau rouge qui va quand même s'il y a un drapeau rouge, c'est ça qui est marrant. Donc là, j'ai pas vraiment d'idées politiques, de choses à faire, ça j'arrive chacun d'entre nous, et voilà, et tant mieux. Et par contre, il ne faut pas confondre audace, innovation et déviance, mais évidemment que la société avance par les gens qui font les choses autrement que ce qui existe, mais elle avance aussi
par ceux qui perdent tous les savoir-faire, c'est un équilibre. Je veux dire, il y en a ceux qui adorent l'opéra, personnellement ça me fait chier, tu vois, ils sont très contents que je fasse toujours de l'opéra comme avant, et puis ceux qui adorent les musiques nouvelles, électroniques, punk maintenant, enfin tout ce qui peut arriver, qui arriverait et qu'on ne connaît pas encore, donc ça, pour moi il n'y a pas de débat, et de toute façon on se bat tous contre l'establishment, contre ce qui existe. Personnellement, pour les gens qui sont des fois en place, même dans notre parti, que je considère qu'ils sont trop conservateurs. Là, je parle même pas sur le plan social conservateur en manque d'idées. Je pense que la politique en France, elle manque d'idées et elle manque de. Je veux dire, je n'ai ras plus de ce mot de réforme, machin, dans un truc. Il faut essayer différemment, pas réformer un petit peu. Il faut casser, essayer d'autres choses. Et moi, c'est personnellement politiquement ce que je vais essayer de faire. Et donc, il y aura forcément la défiance par rapport à certaines choses. Donc voilà. Après, là où on revient à sécurité et liberté, c'est que, si je prends ton exemple, là où c'est compliqué, c'est si tu veux sur. C'est un peu moins fun que toi sur baiser son capote, etc. Tu engages ta responsabilité. Quand tu conduis bourré, si ta moche la voiture d'en face, c'est pas que ta responsabilité. Et c'est là où, parce que personnellement, si tu veux, j'ai vécu 2 ans au Maroc où, de toute façon, comme avec la loi musulmane, ils n'ont pas le droit de boire d'alcool, il n'y a pas d'alcool test. Donc évidemment, j'ai conduit au-delà des 0,5. Et je faisais une borne en voiture pour rentrer chez moi à 40 heures et il s'est jamais rien passé. Mais qu'est-ce que tu fais pour toi? Mais c'est compliqué, il faut quand même mettre quelques normes pour ceux qui sont moins responsables que nous. Le jour où toi t'es clean, ou t'as quelqu'un que t'aimes et qui est en bagnole et qui se fait percuter par un mec qui a 2 grammes, tu vois, c'est quand même compliqué. Donc il y a ce qui ressort de toi, où là je te suis complètement, chacun son truc. Après j'ai envie de dire, qui va payer ta thérapie si tu la prends? C'est ça aussi, est-ce que tu as le moyen de te la payer toi-même? Si tu la payes toi-même, j'ai pas de problème. Si on t'a dit de baiser son capote et que tu chopes, est-ce que c'est pas toi qui dois payer plutôt que tous les autres qui ont respecté le truc? Toi, c'est une responsabilité jusqu'où? Mais après, comment tu vas faire la différence entre le mec où il y a une capote qui a craqué? Enfin, toi, la responsabilité, c'est compliqué. Et puis, de toute façon, j'ai envie de te dire, de toute façon, il y a tellement de trucs contre la jeunesse dans notre pays qu'il faut bien payer quelques thérapies, même pour ceux qui déconnent. Donc, mais quand même, sur le plan, le truc, c'est qu'au final, si tu prends un traitement, ça coûte de l'argent et que sinon, c'est d'autres qui payent pour toi. Donc, toi, si tu es complètement libre, tu t'assumes jusqu'au bout toi-même. Et une thérapie, ça coûte une blinde. Donc, on est globalement d'accord. Après, c'est jusqu'où, quand est-ce que tu rentres dans le champ politique, quand est-ce que tu rentres dans le champ de ta vie personnelle, dans le vie personnel. Moi, je rêve d'un pays où il y a plein d'innovateurs et des gens qui respectent les règles. Maintenant, c'est pas forcément d'aller lever les gamins de 4 ans non plus. Parce qu'il y a un moment aussi où il y a certaines normes sociales. Ça fait des choses que tu as le droit de faire, tu ne l'auras point, tu auras point, etc. Et la justice, c'est de faire respecter ces normes sociales. Alors après, le problème politique, j'ai pas de solution, et c'est pour ça que dans ces débats-là, on essaie d'orienter les choses ou autres. C'est qu'il ne faut pas mettre une norme où tu ne boiras jamais, parce que là, on va venir dans un pays dingue. Mais une fois que la norme est établie, tu dois lutter pour effectivement la faire revenir à quelque chose qui te semble juste. Et là, tu es dans une société où la majorité décide un peu de qu'est-ce qui est acceptable, quoi. Oui, oui. Tu peux faire évoluer. Donc, et juste pour revenir après sur la sécurité et la liberté, enfin, moi, j'adore ce truc-là et j'aurais tendance personnellement à être. À soutenir ce qui est la vraie innovation, la vraie audace, qui apporte quelque chose. Il y a aussi la fausse provoque et la fausse transgression. Après, la sécurité et la liberté, la première des libertés, c'est de pouvoir se déplacer sans être inquiété. Et bon, voilà, il y a certaines choses où, si tu as un centre de sécurité, que ce soit financière ou physique, ça te donne une liberté de déplacer, d'agir, d'aimer, de faire des choses. Alors effectivement, je veux dire, la France aujourd'hui, c'est pas le Far West, c'est pas, on risque pas de se faire agresser avec les points de vue, c'est vrai. Mais bon, je te laisse peut-être, je sais pas par quoi tu veux terminer, mais c'était un peu pour te répondre, mais voilà. Voilà. D'une certaine façon, j'ai moi coupé un peu mon raisonnement en deux. J'aurais peut-être pu prolonger comme ça, pour éviter. Bon, déjà, à mon avis, voilà, tu n'as pas compris ce que je voulais dire, donc c'était un peu con, je t'ai laissé un peu en suspens comme ça. Parce que moi, j'ai tout. C'est l'histoire du temps de parole qui nous gêne. Voilà, pour moi, tout ça est cohérent. Je veux dire, je n'ai pas changé de sujet pour te parler de l'audace et du libéralisme. Moi, je pense que, si tu veux, aujourd'hui, le sida, la capote et l'insécurité, c'est le même objet. C'est une société qui laisse de moins en moins de place à la déviance, la liberté, l'audace, au profit du sécuritaire, de la sécurité, du conformisme, du contrôle social. Pour moi, c'est la même chose. C'est pas ça. Et donc, ma question à laquelle je voulais arriver, ce que j'ai dit avant, c'était, pour moi, être libéral, sincère, et défendre la politique sécuritaire et l'esprit, l'air du temps sécuritaire en œuvre en France, c'est totalement incompatible. Donc tu vas peut-être m'expliquer que non, mais
Mais en tout cas, je vais te dire en quoi c'est incompatible. Et je vois que deux solutions. La première est pas gentille et la deuxième est très méchante. Donc tu auras le choix. Là, tu vas trouver une troisième solution, je ne sais pas pour toi. Bon. La première, c'est de dire ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu es schizophrène, ou plus exactement, tu espères une schizophrénie de chacun. C'est complètement aberrant et impossible. C'est-à-dire que tu ne peux pas créer une majorité de gens qui sont des morts vivants, qui sont soumis, qui sont en voiture avec l'œil sur leur compteur, qui ont peur de tout. Des profs qui se disent je ne peux pas faire de sortie parce que si un mot se tord la cheville, je vais être inculpé. Des mères qui, s'ils ont une piscine, sont obligés de payer des vigiles en tout truc parce que quelqu'un veut se violer dans sa piscine, il faut mieux le tuer avant pour éviter qu'il se viole, qu'il se noie dans la piscine parce que c'est dangereux. Que tu prends des notices, c'est authentique, ça, tu prends des notices de micro-ondes, il y a marqué qu'il ne faut pas que tu lui sèches ton chat dedans. Parce qu'il y a un jour, il y a quelqu'un dont tout le monde sait ça, qui l'a fait, et il l'a attaqué en disant on m'avait pas prévenu. Bientôt, mais bientôt tu iras acheter des paquets de soja au supermarché. Et il y aura un avertissement, attention, Hitler était végétarien. Donc il faut faire très attention. On ne peut pas être en permanence dans ce chantage. Si tu ne fais rien, tu risques rien. C'est ça l'esprit du temps. Si tu ne fais rien, tu risques de rien. Et dans le même temps, par une merveilleuse schizophrénie, hop, dans le moment d'inventer de la richesse, un vaccin nouveau, un truc comme ça, hop, subitement, tu deviens audacieux, tu deviens imaginatif, tu deviens libre, tu deviens soumis, tu deviens inventif. C'est pas vrai. Tu peux pas créer, comme on crée aujourd'hui, la soumission permanente au patron, par exemple, dans les entreprises. Le salarié qui n'ose plus rien dire à son patron, brutalement, il a une bonne idée, parce qu'il sait que c'est une bonne idée. Il va aller voir son patron, il va lui dire, mais non, puisqu'on lui a appris, tu fermes ta gueule devant ton patron. Ici, ton patron dit une connerie. Ça, c'est un fantasme. Tu fermes ta gueule. Et je vais te prendre un exemple très clair. Et comme tu le disais d'ailleurs tout à l'heure, on va être d'accord là-dessus. On est en train de créer un pays de vieux, ou alors notre pays est vieux et il crée la société. La poule et l'œuf, je ne sais pas. Et puis il se retrouve que, comme par hasard, dis donc, les vieux, c'est l'électorat de Sarkozy. Je pense que tout ça est un peu lié d'un point de vue strictement électoral. Il se trouve juste que si tu prends l'Espagne d'après la dictature, les gens, à cause de la dictature, ils en avaient là la sécurité, là le contrôle social. Ils n'en pouvaient plus. Ça a créé la Movida. Ça a créé un miracle économique, une société pleine d'expansion. Voilà. Alors, je vais te prendre un exemple très précis et très concret que beaucoup de gens ont. Moi, de par mon boulot, je travaille la nuit. Et je vis la nuit. Comme les chauffeurs de taxi, comme des ambulances, il y a plein de gens. Parce qu'il faut faire la France des gens qui se lèvent tôt, mais aussi des gens qui travaillent et qui vivent la nuit. Eh bien, depuis, moi, quand j'étais jeune, il y a longtemps, j'allais dans des restos de nuit. Il n'y a quasiment plus aucun resto de nuit à Paris. Il n'y a plus de bar de nuit, il n'y a plus d'endroit de nuit. Tu remarques pas que la nuit n'est pas UMP. En France entière, je sors d'une tournée il n'y a pas longtemps, tu ne bouffes pas, tu sors de ton concert, tu ne bouffes pas si tu n'as pas. C'est une folie. Tu vas à New York, évidemment, la ville vit entièrement la nuit. Alors, ça c'est bien une volonté politique une fois encore, c'est pas Monsieur Sarkozy en personne, je m'en fous de ça. Je te dis, il y a une volonté politique sous prétexte de sécurité, parce que la nuit a toujours fait peur, la nuit c'est le diable, la nuit c'est de l'anarchie, la nuit c'est les agressions, parce qu'on ne voit pas. Il y a ce fantasme de la nuit. On interdit cette vie la nuit, et donc d'une part, au niveau vis-à-vis de ce que je disais sur mon rapport à la déviance, c'est insupportable, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir une vie de trucs. Il y a un truc à la con qui court sur le web, c'est vraiment un truc à la con sur le web qui fait, les gens, une étude américaine paraît-il qui a dit que les gens plus intelligents se couchent tard, vivent la nuit. Donc tu vois, en plus, on se prive des gens les plus intelligents. Mais moi, juste, je travaille la nuit, j'ai envie de vivre la nuit, j'ai envie juste qu'on respecte cette liberté-là, et que le mec qui doit travailler à 5 heures ou qui a envie, il ait ces trucs-là. Juste, je l'espère qu'il a vraiment envie de se lever à 5 heures, et qu'il ne le vit pas comme une obligation parce qu'il n'a pas le choix, ou parce qu'il croit qu'il n'a pas le choix. Bon, voilà. Mais surtout, d'un point de vue purement économique, tu seras d'accord avec ça. Si tu as ton resto, qui ouvre la journée, et qui rouvre la nuit, qui remplit du personnel, puisque le libéralisme dit il faut travailler le dimanche, mais il faut travailler aussi la nuit. Ça, c'est bien juste un syndrome ahurissant et anti-libéral, c'est le sens où je te dis qu'on ne peut pas être libéral sincère, y compris libéral de droite, c'est-à-dire, je ne parle pas d'être anarchiste, y compris libéral de droite, c'est-à-dire y compris libéral économique, en étant pour ce sécuritaire partout, qui empêche ça. Alors donc, je te propose la deuxième proposition très rapide. Comme ça, tu as 30 secondes. Allez, 30 secondes, c'est rapide. Première réponse, la deuxième, parce que c'est encore plus méchant. Parce qu'après j'ai oublié. Soit tu es schizophrène, soit le deuxième, c'est que, peut-être pas leur tête, toi tu es sincère, mais en tout cas, les gens qui sont à la tête du gouvernement, qui se prétendent libéral, sont juste des menteurs, ils font juste une politique de caste. Le mot libéral, c'est un mot magique qui leur permet de diminuer les impôts des riches, parce qu'ils font une politique
politique de caste, et puis c'est tout. Et ils n'ont jamais été ni près ni de loin libéraux. Et d'ailleurs, l'exemple c'est le fils Sarkozy. Le fils Sarkozy n'a même pas avoir son deuil, et on va lui filer le truc de l'EHPAD. Je suis désolé si on est libéral, on pense que c'est le meilleur qui doit avoir la place. Pas quelqu'un qui appartient à la caste. Ce jour-là, si tu veux le discours de Sarkozy, s'il restait un tout petit peu de crédibilité, il s'est envolé. Il a juste dit je fais une politique de caste pour les miens. Et pas libéral. Tu mélanges beaucoup de choses. Enfin, l'EHPAD c'est encore autre chose, mais bon. Je te rassure, de toute façon, je pense que assez peu des libéraux français que je connais bien trouvent que Sarkozy est libéral. Et c'est bien ce qui nous rend triste, c'est que tout le monde pense qu'il est libéral et du coup les fruits de sa politique, qui parfois ne sont pas bonnes, sont mis au crédit du libéralisme alors qu'on n'a pas une politique libérale. Donc moi je trouve qu'il l'est. Mais en disant libéral, tu le soutiens. Donc on est bien d'accord, c'est antithétique les deux. Moi je suis d'accord avec ça. Pourquoi je le soutiens? Je ne vois pas. En quoi dire de libéral? Il y a plusieurs choses différentes. D'abord, sur ce que tu as dit, sur l'évolution de notre société. Je pense que c'est une évolution de la société. Et tu vois, sur les normes, les trucs qui n'ouvrent pas la nuit, etc. Je ne vois pas tellement d'action du gouvernement là-dessus. Pour moi, c'est une évolution de la société. Non, les ouvertures, je connais un sujet, je connais très très bien, parce que moi je vous la lis. Donc, les ouvertures des restos de nuit sont pas reconduites année après année par les préfectures. Donc c'est pas les mairies, c'est les préfectures qui décident, donc directement le pouvoir politique central. Mais c'est un mouvement qui se produisait déjà sous Jospin. Enfin, c'est un mouvement continu et je pense qui s'accélère beaucoup. Je te le jure. Si tu veux, il y a aussi un certain nombre, je connais un certain nombre de personnes aussi qui ont souhaité ouvrir des lieux, par exemple dans les bois de Vincennes, qui dépendent de la mairie de Paris, qui n'ont pas eu l'autorisation pour des lieux de fête la nuit, parce que la mairie ne veut pas, et parce qu'il y a une politique qui, malheureusement, est aussi, qui est aussi pire à gauche qu'à droite là-dessus. Par contre, là où je trouve comme il y a un écart que tu fais, c'est autant on va être d'accord. Et pour le coup, donc je suis authentiquement libéral, sincère à tout ce que tu veux, sur le manque de risque de prise de risque de notre société et trop de réglementation et qui étouffe d'abord le mental et donc se sentir bien, etc., se sentir libre et pas avec des réglementations à la con. Et pour moi, c'est aussi une bureaucratisation de l'État, des normes dans tous les secteurs. Et donc, moi, ma théorie globale, c'est qu'on est encore dans un État socialiste, même sous Sarko. Pour moi, c'est Sarko light et l'autre, c'est Coca normal. Mais Coca light, comme tu sais, c'est encore plus dangereux que le Coca normal, parce que la partie, c'est plus dangereux que le sucre. Donc, des fois, le light, c'est pas forcément. Par contre, je vois pas forcément où est la jonction de la sécurité. C'est-à-dire qu'un mec qui fait de raquettes en banlieue soit mis en tôle et non pas qu'on relâche 3 fois, ça n'a pas de rapport avec le fait qu'on n'ouvre pas un resto la nuit, tu vois. Enfin, c'est. Bien sûr que si. C'est la peur. Là, je suis pas d'accord. Mais c'est la peur de tout et la peur de justement, si tu veux, si c'est de dire, si on arrive à dire que parce qu'il faut ouvrir la nuit, moi j'avais proposé, mais ça n'a pas été repris dans le programme de campagne de Valérie Pécresse à l'époque, mais pas plus à gauche, d'avoir des transports en commun ouverts 24 en Ile-de-France, comme à New York, et c'est comme ça qu'on fera respirer notre agglomération. Et qu'on vive la nuit, qu'on accepte ce risque-là. Si c'est trop qu'après, on n'ait pas protégé nos concitoyens des mecs qui font des flingues, qui font des trafics de drogue, qui tabassent et qui font ce genre de choses, alors on a tout perdu. Donc j'accepte pas, si tu veux, pour moi, un laxisme de la justice, puisque tu t'as parlé tout à l'heure de Zemmour, de machin, etc. Malheureusement, Zemmour n'est pas le procureur à Bobigny. Hein. C'est des mineurs. Je veux dire, il y a encore aujourd'hui, je veux dire, à partir du moment où des mecs sont mineurs, je veux dire, notamment, c'est des Roms, et tout le monde le sait, des mecs qui font des vols, notamment de personnes âgées, parce que c'est très courageux aussi, un délinquant en général, c'est quand même, tu parlais de lâcheté, mais alors le délinquant est généralement lâche et s'attaque toujours au plus faible. Des mecs qui se font piquer leur fric, etc. Ils arrivent au commissariat, ouais, c'est pas bien, etc. Avec quel âge vous avez 15 ans, machin, vous êtes trop jeune, on laisse repartir. Et ça, je veux que ça cesse. Vraiment, et pas en parole, je veux que ça cesse vraiment. T'as l'âge de commettre un délit, t'as l'âge d'avoir la peine si t'es condamné. Alors après, évidemment, quand on a 15 ans, on ne fait pas en zonzon, un truc comme ça. On t'aide, on fait de l'éducation, etc., pour aider les gens à sortir après la prison. Et ça, c'est un autre sujet, où pour moi, comme tout ça est une chaîne liée, où, si tu veux, il faut aussi repenser complètement la prison, augmenter le nombre de places de prison, s'occuper des gens en prison, payer les gens quand ils sont en prison. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui font travailler les gens 20% du SMIC. Qui soient payés. Parce que tu es en prison, je ne vois pas pourquoi tu ne serais pas payé au niveau du SMIC. Voilà. Donc, et il y a toute cette chaîne-là qui est à revoir. Et par ailleurs, il y a un certain nombre d'évolutions de société où on nage en plein délire sur un certain nombre de normes parce que
il y a un risque d'avoir quelque chose. Et là, on sera d'accord. Mais pour moi, je ne mettrais pas ça au débit de Sarkozy. Il a peut-être rien fait contre. Non, mais il a rien fait contre, c'est autre chose. Mais bien précis, je vais prendre un exemple vraiment qui est très concret. Mais peut-être que je ne vois pas. Donc, Oui, tu vois pas, je vais prendre un exemple très concret. Parce que tu me dis, il n'y a pas de rapport entre la fermeture des restos de nuit et la politique sécuritaire, je ne le vois pas. Je vais t'expliquer juste très facilement. Moi, il y a quelques temps, je tourne beaucoup, j'étais à Marseille. Bon, quand t'es la nuit, je fais, c'est chouette, on va aller voir Notre-Dame de la Garde. Normal. On monte des grilles, les Marseillais qui ils connaissent. Il y a des grilles partout tout autour. On ne pouvait pas passer, je ne sais pas, 8h ou 6h ou 10h du soir, rentrer dans le périmètre, c'est-à-dire même la voir Notre-Dame-de-Garde de loin. Pourquoi? Parce que, vous vous rendez compte, alors les jeunes venaient picoler, il y avait de la sécurité, des types de shit, etc. pour le plus de sécurité. Donc sous prétexte de cette sécurité et des trucs ça. Ça pourrait peut-être arriver, il y a des gens qui sont picolés, t'as pas ça. Non, c'est pas un fantasme. Laisse-moi finir. Mais si, laisse-moi finir. Je vais t'expliquer un exemple très concret, vraiment très concret. Donc on ne peut pas, pour cette raison-là, qui est vraie, qui est pas vraie, on ne peut pas. Quelques temps plus tard, je me retrouve à Paris et je vais au Sacré-Cœur. La situation est la même. Le problème de la gare de Sacré-Cœur, c'est la même. Les mêmes gens, les mêmes trucs, etc. Pas les mêmes gens. Si, mais si, j'y suis monté tout seul, etc. T'avais des zonards un peu relous, un peu tout ça. Effectivement, c'était une vieille un peu peureuse, mais une vieille un peu peureuse, en général, à 4h du mat, elle se balade pas. Donc effectivement, tu peux avoir peur. T'es un grand garçon comme moi, t'as appris à gérer ta vie, t'as appris justement que c'est pas en temps plus de flics, c'est pas peureux, il s'est juste rien passé. Donc à un moment, tu vois, tu as deux exemples, c'est-à-dire que sous prétexte de sécurité, on empêche les gens qui veulent vivre la nuit et qui sont normaux, je suis pas un délinquant, je suis blanc, je suis normal, je suis blanc. Bon. Et attention, et le pas il faut que je l'aie. Sora sort de ce corps. Non, ne passez pas. Alors, donc c'est la fin du débat, je suis fatigué. Donc soit on accepte cette prise de risque, on a vraiment deux façons de... Ouais, sauf que alors attends, j'avais discuté hier, ça met hier sur des gens qui venaient de Marseille, quelqu'un qui va être habité à Marseille, qui a rencontré des gens, je sais plus, qui a une et qui lui dit en gros, va pas vivre à Marseille, c'est un truc de Google, qui a des gens, et viens vivre à Aix, parce que Aix, au moins c'est c'est normal, Aix c'est hyper bon, là on est vraiment dans un truc de classe, Aix c'est super. Et il n'y a pas, c'est pas le cas. Non mais attends, bravo. Ce que je veux dire, c'est pas juste un fantasme, c'est ça. Mais si, parce que moi j'ai passé pas mal de temps à Marseille, cette ambiance-là, elle peut... Je suis pas bon de faire toute la nuit, mais... C'est pas vrai que Marseille est une ville plus dangereuse, c'est une ville où on sent qu'il y a un peu moins de règles, qu'il y a un peu plus de bordel, un peu plus de... Ouais, c'est vrai. Moi je me balade, j'ai vécu tout le temps. Moi j'ai vécu à Marseille, j'ai vécu là-dedans. Je peux t'assurer que... je parle peut-être pas d'un quartier nord, hein. Je suis pas allé dans le quartier nord. Dans le centre-ville de Marseille, Notre-Dame de la Garde, c'est pas dans le quartier nord, c'est vraiment le centre touristique. Bon, c'est pas vraiment pas pire que Paris, quoi. À la limite, si tu veux juste conduire et prendre le métro, tu te fais... Donc en gros, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que toutes les nanas que je connais à Paris qui roulent en bagnole parce qu'elles ne veulent plus prendre la main parce qu'elles se sont fait agresser, une copine se sont agressées, elles sont folles. Bah moi j'ai une copine, elle était dans le 19e, elle est rentrée une fois un soir, elle s'est fait taper par deux blagues, le stack, etc. C'est arrivé. C'était il y a 2 ans. Bien sûr. C'est pas du fantasme. C'est vraiment ça, c'est ça qui... Si tu veux, le problème... Oui, d'accord, mais c'est une lutte permanente. On ne faut pas tomber, si tu veux. Et il y a aussi, pour moi, un sentiment d'impunité et il y a des mecs qui ne sont pas assez sanctionnés. Après, le problème, c'est que quand ils sont sanctionnés, ils rentrent dans ce qu'on appelle la Star Academy de la prison. Donc c'est ça qu'il faut aussi changer. Bon, bref. Donc, et je ne vois pas en quoi avoir des lois plus dures avec les mecs qui agressent les gens, qui piquent les sacs à main, ça nous entraînera de forcément fermer Notre-Dame de la Garde, tu vois. Parce que alors peut-être qu'il y a que moi qui peux le penser, dans ce cas, il faut mais parce que j'arrive au pouvoir pour avoir cette ouverture d'esprit. Ce que j'ai voulu tenter d'expliquer, et j'espère y être arrivé ou pas, c'est que tout ça est lié, c'est qu'il y a une cohérence, c'est-à-dire que réduire le discours comme tu fais à faire, il y a quelqu'un qui m'a volé mon sac à main, on lui fait ouais super, et t'es un pauvre type, et tu mérites une médaille, ou non, faut l'envoyer en prison, ça n'a aucun intérêt, si tu comprends pas les causes et les conséquences, faut pas analyser les choses. Donc moi j'ai voulu te montrer que c'était, comme je disais tout à l'heure, le sida, la capote, le sida, l'insécurité, le chômage, Ben Laden, Charlie Hebdo à la place de Charlie Hebdo d'il y a 30 ans. Ah oui, je veux dire, ça c'est le même objet. Et après je dis un quart de seconde pour moi pour moi j'ai fini l'essentiel, donc après j'aurai ma conclusion, donc tu prends tout le temps que tu veux et puis tu me diras. Ouais, alors je sais plus où on en est. C'est bon. En fait, si tu veux, ça me fait penser à ce que tu as dit sur les patrons. Si tu veux, tu vois, les gens, ils sont dans des entreprises et on leur dit de fermer leur gueule et c'est oppressif, etc. Enfin bon, il y en a aussi comme ça. Mais alors, tu vois, l'entreprise la plus
Mais je change d'une autre qui s'appelle Total, c'est vraiment des grands méchants. Bah, j'ai une copine qui bosse, qui est entrée en junior, et cette semaine, elle a une réunion avec sur un judo, etc. On dit qu'est-ce qui ne va pas ici, dites-moi ce qui ne va pas, dites-moi si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez de mieux. Et en fait, il y a des mecs qui ont dit moi je ne me sais pas, etc. Lui déjà rayé, et il sera pas embauché parce qu'on cherche des gens qui, même dans cette boîte-là, ils cherchent des gens qui bousculent les codes. Et les boîtes qui marchent, c'est avec des gens qui bousculent les codes. Le patron qui décide de jouer à l'ancienne, ces boîtes, elles se cassent la gueule. Donc évidemment, c'est un contrôle social. Évidemment que si tu arrives le matin et que tu dis gros mec, patron, je t'encule, tu vas te faire virer. Bon, évidemment. Mais bon, c'est normal si toi, t'as un mec qui te fait travailler dans ton spectacle pour tes costumes et qu'à un moment, il te dit je t'encule, t'es qu'un gros con, bah au moment tu vas faire un autre mec. C'est pas grave, c'est humain. Non, mais ça, j'ai eu la droit. Si tu fais des mauvais costumes, je l'engueule. Évidemment que. Et en même temps, si tu veux, tous les mecs qui bossent chez Apple, s'il n'y avait pas Steve Jobs, ils n'auraient juste pas de boulot. Donc, moi je veux bien, ils ont peut-être un contrôle social de leur patron, mais en même temps, c'est parfois des mecs, en tout cas dans le capitalisme industriel, où les mecs ont monté leur boîte, et pas ceux qui sont nommés comme des fonctionnaires dans des boîtes pour les administrer, c'est eux qui ont créé la richesse. Donc, à la limite, les gens ils devraient être aussi, et d'ailleurs, ils le sont en général, reconnaissants. Alors, c'est vrai que c'est plus dans le capitalisme de PME, etc., où ils connaissent leur patron, ils voient que le mec, il est là du matin au soir. Donc, faut aussi, le contrôle social, c'est. Faut pas être que dans le fantasme. Après, effectivement, moi je cherche, je cherche pas les points d'accord, mais on en a où, sur notre société, on est dans une peur, dans cette société, d'une peur du risque, qui pour moi est liée à un vieillissement, et aussi à une société qui casse, si tu veux. Alors toi, tu vas parler des déviants, moi je vais te parler de ceux qui réussissent, ceux qui réussissent prennent des risques, et généralement, parfois, quand ils réussissent dans leur domaine, ils peuvent éventuellement devenir riches ou devenir connus ou avoir une gratification quelconque, et on est dans une société de la jalousie où on casse finalement les hors normes et on veut que tout le monde soit égaux. Non, tu te souviens du titre de ce film Je me demandais je te laisse, je sais pas, faire une première conclusion. Et après tu feras la deuxième. Voilà. Il y a un film fantastique là où le mec il commence juste à fumer une cigarette à 5 mètres de la fin dans l'enceinte du métro, il se fait choper par les vigiles, et là il n'en peut plus de tout ça. C'est du cinéma ça. Oui, non, mais c'est un film fabuleux qui dit pas, cinématographiquement ça n'a aucun intérêt formel, mais au niveau du. Tu te souviens pas de ce film-là? Je t'en ai parlé plein de fois. Non, mais je l'ai vu, mais je l'ai pas dit. Et j'ai à vendre dans la tête, mais à vendre c'est Laetitia Masson, c'est pas du tout ça. C'est dommage, c'est un film que j'aurais bien conseillé parce que ça parle profondément, justement ça montre tout ça. Ce mec fait juste une clope, et puis ensuite il se retrouve chez les flics pour ça, et puis il pète les plombs. Et puis il sort dehors et il voit des flics en l'air, et puis il regarde comme ça. Et les mecs, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis citoyen, je suis sur le territoire français, là je regarde. Les mecs, vous venez de sortir, vous me faites chier. Je suis citoyen français, j'ai le droit. Là-dessus, il se retrouve interné de force, puisque sans cause aucun contrôle social, un commissaire a le droit d'interner quelqu'un en HP. Là-dessus, il perd son boulot, et il n'en peut juste plus de cette société-là. Et au moment de faire des entretiens d'embauche, il y va, et donc dans tes commentaires, j'en mettrai le titre du film, et il va et il trouve ta tenue d'écouteur. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise? Et toi, tu ne te demandes pas ce que l'entreprise peut m'apporter. Ça te fout, quoi. Voilà. Et enfin, il y a une petite conclusion en rebond, et ça montre vraiment justement que tout ça est lié, que cet air du temps, il est porteur, comme je disais tout à l'heure, chômage, s'il y a insécurité, c'est le même objet. Bon, je vais pas revenir là-dessus. Je vais conclure. Ouf. Les gens qui sont arrivés jusque-là, ils font enfin. Mais on n'a pas, c'est ça qui est. C'est-à-dire que tu auras 12 252 clics, mais il faudrait 12 252 clics jusqu'à la fin, et là, tu en auras deux. Ma mère, elle pleure, enfin, elle voit ce que je fais. Donc, c'est pas possible. Bon, je l'ai volé à cause de celle-là. Bon, la conclusion, pour moi, c'est quelle valeur doit être le fondement, doit constituer le fondement de nos sociétés. Comme je disais tout à l'heure, la politique, après tout, c'est trancher, arbitrer des choses qui sont pas forcément compatibles, ou qui ont l'air opposées, ou qui sont plus ou moins. On ne peut pas toujours faire les deux en même temps, c'est pas grave. Donc, est-ce qu'on veut que la valeur constitue le fondement de notre société, que ce soit la liberté? Mais la liberté, elle impose la responsabilité, ce que je disais, l'action de son libre arbitre, et d'une certaine part de déviance potentielle, une certaine part de marge pour pouvoir juger ce qui est bien pour soi et bien pour les autres. La liberté, elle impose l'acceptation du risque naturel à la vie, hein, et l'acceptation, elle impose la morale, au sens où j'avais décrit tout à l'heure. Personnel. Voilà, l'éthique, au sens où j'ai conscience de vivre avec d'autres individus et que mes actes ont des conséquences sur eux. Ou alors, est-ce qu'on préfère, autre projet de société, qui à mon sens est mis en œuvre actuellement, un projet dont la valeur centrale est la sécurité, ou plus exactement à mon sens le sécuritaire, ou plus exactement encore le contrôle social par la peur, et ça, ce sécuritaire impose la culpabilité, qui n'ont pas la responsabilité, qui est des normes, et puis le respect servile des normes, et une sanction dès qu'on dépasse la norme. Il impose le fantasme morbide du risque zéro,
Pourquoi fantasme? Parce que ça n'arrivera jamais à risque zéro. Et pourquoi morbide? Parce que c'est un fantasme qui empêche de vivre. Et ça impose la morale au sens de la vieille derrière sa tête qui nous dit quoi faire de façon extérieure. Et en guise de conclusion, je vais répéter donc cette phrase de Benjamin Franklin qui me semble vraiment centrale et qui devrait réunir les gens par-delà les partis. Ce n'est pas une phrase d'anarchiste ou de libéral ou je ne sais pas quoi. C'est une phrase essentielle aujourd'hui. Une société prête à échanger un peu de liberté contre un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et surtout, et aussi important, n'obtiendra aucune des deux. Et si tu permets, donc tout à l'heure tu as fait, j'étais dans le 9-3, je vais te faire un hommage pour terminer. Je vais, pour te prouver que les peuples rouges comme ça, anarchistes, ils aiment aussi leur pays. Et je vais te chanter la Marseillaise. Et comme tu l'as fait au 9-3, je vais te la chanter en hip-hop, si tu veux. Je veux cette horde d'esclaves, de traîtres et de rois conjurés, pour qui ces ignobles entraves, ces fers des longtemps préparés, pour nous Français, mais va pourrir bâtard fou, toi donc tu ton outrage si lourd que tu oses méditer, de rendre à l'antique esclavage par des mains enchaînées. Nos fronts sous le joug se poiraient, de vils despotes deviendraient les maîtres de nos destinées à les trembler tyrans, et vous perfides opprobres de tous les partis tremblés, vos projets parricides vont enfin recevoir leur prix. Liberté, liberté chérie, donne à tes défenseurs la victoire, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. J'essaierai de citer, inspiré du couplet très peu connu de Liberté, liberté chérie de la Marseillaise. Évidemment, ça me va droit au cœur. Si tu veux, moi pour conclure, je serais d'accord, ou nous sommes d'accord en tout cas, sur moi, cette valeur de la liberté qui, dans mon combat politique, j'essaie notamment de mettre en avant. Donc, je pense que notre société est un peu sous les touchoirs. Mais je pense que c'est absolument pas à cause de Nicolas Sarkozy, c'est peut-être une des différences. Et par rapport à c'est plutôt un mouvement plus profond de vieillissement, de non-renouvellement des élites, de prise du pouvoir des élites de 68 qui sont restées depuis 30 ans aux manettes, notamment médiatiques, intellectuelles, etc. Et donc c'est à nous, puisque je ne sais pas à quel âge nous avons, mais nous avons quitté nos 20 ans il y a quelques temps quand même, et on n'est pas encore à l'âge des barbons, de nous exprimer et d'emmener nos concitoyens avec nous. Donc, si tu veux, pour moi, la sécurité, elle est une des conditions de la liberté. C'est la sécurité affective, la sécurité financière, c'est à partir du moment où tu peux. Et la liberté de circulation. Donc, de ce point de vue-là, je suis un fervent militant d'une politique de sécurité ferme sur les sanctions et de toute absence de laxisme. Il y a des choses qui ont été faites et je pense qu'on n'a pas assez. Après, bon, on ne va pas développer dans tous les cas, mais tout ça, ça suppose aussi de l'insertion. Et donc, si tu veux, pour moi, arrêter d'être dans le fantasme sécuritaire, arrêter d'être dans le principe de précaution, je suis complètement d'accord avec toi, ça suppose que par contre, le jour où tu franchis la ligne rouge, il n'y a plus aucune tolérance. Et ça, pour moi, aucun parti politique n'est prêt réellement à faire. Alors, on faut quand même donner quelques désaccords, mais et je pense que c'est aussi ce qui se permettra de dire, il n'y a pas de mec qui se travaille en liberté, il n'y a pas d'impunité, mais aussi pour faire ça, on n'a pas eu le temps de tout évoquer, donc c'est peut-être pas le bon truc pour une conclusion, mais il y a, pour repartir sur ce nouveau deal, il faut remettre les compteurs à zéro, il faut revoir le comportement de la police, mais il faut revoir aussi le fonctionnement des comportements des biens. Donc il y a une grosse remise à plat à faire pour être complètement dans un état de droit en France, que les actes réels et non fantasmés de délinquance soient au maximum qu'il est possible dans une société normale, libérale, contrée, punie, châtiée, et que les auteurs soient écartés temporairement jusqu'à ce qu'on leur donne les cartes qu'ils retrouvent autre chose. Et donc dans ce cadre-là, moi l'objectif c'est la liberté, mais la liberté elle inclut effectivement le fait de pouvoir être un peu moins tributaire des normes, de la bureaucratie, de la bureaucratisation de notre monde, y compris dans le monde économique. Donc c'est une liberté plus grande, mais la liberté c'est aussi de se déplacer la nuit, même sans être un gaillard de 1m80 costaud, mais quand je suis une fille de 1m60 et que j'ai 23 ans en mini-jupe, sans me faire agresser. Et aujourd'hui cette liberté n'existe pas, ou pas assez. Donc pour moi, le côté sécuritaire, il doit viser à permettre ça et à permettre une société aussi où on n'ait pas peur, non pas seulement parce que dans les médias on dit peur, mais qu'on n'ait pas peur physiquement quand on se travaille dans la rue. Et il y a des endroits dans le pays où on a peur physiquement et d'ailleurs on n'y va pas. Donc il ne s'agit pas de dire que ces endroits-là c'est toute la France, mais il s'agit que ces endroits-là n'existent plus ou le moins possible. Et alors effectivement, avec certaines limites, je ne suis pas prêt à une dictature pour ça. Mais je pense que cette sécurité
globale permet aussi des audaces et l'innovation. Voilà, c'était pour sans aucune conclusion un peu moins lyrique et moins artistique, mais aussi parce que je pense qu'on a largement dépassé notre temps de parole et qu'effectivement il n'y a plus que nos mères qui nous regardent, donc ça ne sert plus à grand chose. Mais ceux qui ont de la patience, on vous remercie. Messieurs, merci beaucoup.